Tu peux même lancer des dévins dans une cave obscure avec des gens en sueur? Non, mais finalement, la meilleure édition de Donjons et Dragons, c'est la 4e, on est tous d'accord. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée? Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Bien le bonjour, c'est le grand retour dont on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Après 2 mois d'interruption, je vous prie d'excuser ce retard, mais les aléas de la vie m'ont un peu, beaucoup obligé à délaisser les podcasts pendant un temps. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous serez heureux de retrouver une partie de la fine équipe qui m'entoure aujourd'hui. La dernière fois qu'on est arrivé à votre conduit auditif, c'était pour parler du Seigneur des Anneaux. Cette fois, on va rester sur les terres de la fantaisie, mais pour s'intéresser à un jeu de rôle et pas n'importe lesquels, puisqu'on va s'intéresser à Donjons et Dragons. Pour causer de cette importante mamelle de notre culture, je suis accompagné de 5 joueurs et je vais m'essayer au rôle de MJ en les présentant les uns après les autres. J'adresse d'abord mes salutations à Jérôme, qui était le petit dernier de l'émission précédente et qui revient déjà. Bonjour. Toujours mi-rôdeur, mi-comptable. C'est ça, surtout comptable. Merci d'être revenu. Ensuite, on a Asina, qu'on n'avait pas entendu depuis un moment. Ah, depuis Jurassic Park. Oui, donc depuis un moment. Toi, on rappelle que t'es scénariste. Tout à fait. Et du coup, côté JDR, tu masterises et tu joues plutôt quoi? Je joue énormément de choses. Je masterise, comme tu viens de dire. Actuellement, je joue 5 parties en parallèle. Donc une en tant que moine, une en tant que paladin, une en tant que clerc, une en tant que guerrier, et la dernière, je DM dessus. D'accord. Ensuite, je me tourne vers Betty. Salut. Salut. Et ça fait encore plus longtemps qu'on n'avait pas entendu, puisque c'était pour Magic il y a plus d'1 an, je pense. Ça fait un bail, oui. Je pense que c'est fait. Avocate le jour et la nuit, tu es quelle classe? Plutôt genre Batman. Tu vas nous raconter ça. Je me tourne ensuite vers Jean-Baptiste. Bonjour. Salut. Bonjour mon grand. Les gens se souviennent certainement encore du très légendaire épisode sur Dragon Ball. Ah oui, c'est vrai. J'étais venu pour ça. Et toi, tu ne chômes pas, tu es ingénieur audiovisuel, copilote de vaisseau, et je vais te laisser dire ta classe de perso. Eh ben, récemment, j'étais barde, mais on a fini notre aventure il y a quelques mois, et normalement, j'en commence une autre demain où je suis moine. D'accord, c'est tout à fait tout. Et on termine le cercle avec un nouveau venu, un véritable personnage, en la personne de Greg. Bonsoir. Comment vas-tu? Pas trop mal, toujours bien avec toi. Je m'attends toujours à ce début en douceur et ça va vite se dériver. C'est ma tactique de drague. Que veux-tu nous dire sur toi, Auguste Gaillard? Je prépare des concours administratifs, j'enseigne le Krav Maga et je suis joueur sur 3 parties de Donj, une partie de Vampire, une partie de Warhammer, et je suis maître sur 3 parties de Donj, 2 parties de Vampire, une de Cthulhu et une de Warhammer 40 000. Notre système. Et tu es maître dans un autre type de donjon, mais ça ne fera l'objet d'un autre podcast. Faut avoir un certain niveau. Je te remercie vivement de ta présence et je remercie tout le monde ici. Aussi Arnold aussi, qui est là en train de s'occuper du café en fond sonore. Merci beaucoup Arnold. Merci Arnold. La meilleure des tâches. On part ensemble à l'aventure pour une bonne heure et pour lancer le sujet du jour, vous m'excuserez ce choix musical qui pourra faire saigner les oreilles des plus vieux mais aussi des plus jeunes. Bon, fallait bien trouver quelque chose. Ah merde. Des vagabonds pauvres prisonniers du donjon, enfants perdus dans l'inconnu. Ils trouveront le sourire des dragons, loin de leurs amis, loin de leur pays. Ils vont affronter les plus effrayants des dangers. Enfants perdus dans l'inconnu, ils trouveront le sourire des dragons. Donjons et
Oui, comme je vous le disais, désolé pour les oreilles, fallait bien trouver quelque chose. Comme d'hab, avant de lancer le chronomètre, je vous propose de présenter le sujet en quelques mots pour ceux qui n'y connaissent rien. Ce rôle revient chaque fois au petit dernier, donc Greg, c'est à toi que revient cet honneur. Ah ouais, comment en fait, tu présenterais Donjons et Dragons? Qu'est-ce que c'est? Alors, Donjons et Dragons, qu'est-ce que c'est? Tu peux parler avec ta voix normale aussi. C'est une bonne question. Donc, c'est un jeu de rôle où chacun incarne donc un personnage qui peut être de race d'Heroic Fantasy comme nain, elfe, troll, singe, canard. Vraiment? Bon, ogre et orc, oui. Ces personnages ont des classes de personnages archétypales, comme le guerrier, le paladin, juste et droit, le magicien, le prêtre, qui souvent est le soigneur du groupe, le voleur, qui souvent est le voleur du groupe. L'éclaireur, souvent, parce que c'est pas, à une époque, c'était pas bien d'être un voleur. Donc on était un roublard. Et le ranger, donc Aragorn en force, etc. Bref, on évolue dans des aventures gérées par un maître de jeu, donc un grand conteur, qui décrit toutes les scènes aux personnages, et eux-mêmes interagissent avec ce conteur pour expliquer les actions de leurs personnages. Les situations les plus complexes, comme les combats ou d'autres choses, sont gérées. J'ai l'impression de voir un monsieur à la bibliothèque quand j'avais 3-4 ans et qui racontait des histoires. Ouais, avec un grand par-dessus et des bonbons. Notamment. Et chacun nos bibliothèques. Hein. Ouais, j'étais en Côte d'Or. Mais bon. Et donc, on a des dés qui permettent de simuler la réussite ou l'échec de nos actions. Donc, à Donjons et Dragons, c'est l'emblématique dés à 20 faces. Surtout. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ah bah, JB nous tend un dé... Un joli dé orange. C'est pas n'importe lequel, c'est mon premier dé 20 que j'ai eu quand j'avais 11 ans. Et tu l'as gardé tout ce temps? Bah, il est dans ma boîte à dés. Oui. Et c'est le seul qui est orange, donc je reconnais assez facilement. Bah, en 2 ans, il n'a pas beaucoup vieilli. Hein. Oui, il est pas très jaune, c'est étonnant. On peut dire que c'est une création de Gary Gygax et de Dave Arneson. Arneson, ouais. En fait, non, plus exactement, c'est Gygax. Gygax qui a créé un wargame médiéval, qui s'appelait Chainmail, donc en 72. Et il était content, c'était bien. Et il avait inclus à la fin un petit livret qui permettait de simuler donc des univers d'Heroic Fantasy. Et il y avait quelques sortilèges dedans, quelques monstres dans mon souvenir et des proto-classes différentes, des guerriers, archers, etc. classiques. Et en fait, il a sorti ça. Et il a eu un fan, donc le dev en question, et qui lui a dit « Ah, c'est génial, mais moi, j'ai rajouté des choses. » Donc, ce type-là avait un peu plus accentué le côté médiéval fantastique. Je crois qu'il a rajouté genre moins de 20 pages de règles, mais il a rencontré Gygax en lui disant « Bah voilà, tiens, regarde, moi, j'ai travaillé sur ton jeu. » Yeah, donc on lui doit beaucoup à ce bonhomme, mais c'est le moins que les deux. D&D, c'est ces deux gars. C'est pas seulement Gygax. Mais JB, ouais, t'as tout bien. Parce qu'en fait, le but de leur action avec ces règles supplémentaires, c'était de raconter et de simuler l'histoire des généraux de leur partie de Chainmail entre 2 batailles. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un général entre 2 batailles? Et c'était ces règles-là qui étaient censées raconter ces histoires-là. D'accord. Merci. Ouais, vas-y, Greg. Et effectivement. Et aussi, après, du coup, raconter aussi les histoires de montée de grade de leurs seconds, etc., et pourquoi ils pouvaient les remplacer. Et quand ils ont commencé en plus à vouloir lorgner sur donc le Seigneur des Anneaux, c'est là où ça a été la simulation totale, où ils ont pris un personnage à chaque fois, ils ont commencé à différencier leurs petits généraux, leurs lieutenants et tout, et à leur donner des classes. Et bon, après, c'est devenu Donjons et Dragons, mais après la 3e édition de Chainmail. Donc c'est vraiment beaucoup plus tard. Est-ce que c'est le tout premier jeu de rôle ou pas? En théorie, alors, ludique, oui. En théorie, ça serait les prémices vraiment du jeu de rôle, ouais. Mais ça a été vite suivi par d'autres choses, des copies aussi souvent, genre Tunnel and Trolls, qui copiaient même entièrement des pages de D&D, au point de reproduire des coquilles. Parce que là, pour le coup, je connaissais pas le nom. Il y a eu 5 éditions de Tunnel and Trolls. C'est pas du tout plagiaresque. Bon, ça a été décliné en dessin animé, en comics, en roman, d'autres types de jeux, plateaux, cartes, jeux vidéo et des films. On va en parler un petit peu plus tard. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. C'est parti, je vous rappelle qu'on a 1 heure devant nous, une petite clochette nous indiquera la mi-temps et un bon gros gong des familles la toute fin. C'est parti. Bonjour clochette. Question habituelle pour débuter, vous allez nous raconter votre rencontre avec le jeu, dans quelles circonstances, à quel âge, tout ça. Betty.
Tu commences. Ah, c'est moi qui commence. Ça remonte à très 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 loin. Je dirais, oui, au moins 20 ans. Je vais te rassurer très vite, comme ça. pas. Merci. C'était au lycée, je crois, effectivement. Groupe de potes. Il y en a un qui commence à parler de films fantastiques, fantasy, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, en fait, je commence à comprendre qu'il y a des jeux qui se font. Et puis, tout le monde, du coup, on en parlait l'année dernière avec Magic, mais c'était à l'œuf cube qui était sur la place Jussieu. Ce magasin, je pense qu'il a sauvé plein de gens. Défini, sauvé. Je pense qu'il a perverti beaucoup d'autres aussi. C'est très subjectif encore une fois. Tu as devant toi l'un des anciens gérants de Love Cube d'ailleurs, Greg. Voilà. Donc je te remercie beaucoup pour toutes les générations. C'est toujours un que tu as plaisir de pu sauver. traumatiser les gens. Et j'avais entendu parler qu'il y avait des parties de jeux de rôle qui se faisaient effectivement dans certains magasins. Et donc j'ai commencé à me renseigner là-dessus et tout. Et puis j'ai rejoint une partie avec des gens que je connaissais pas. Donc toujours aller suivre des inconnus dans des ruelles sombres, c'est rigolo. Ça devient une habitude de podcast de modus operandi similaires. Bon esprit. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà. On voit le côté Batman de tout à l'heure. Il y a quelque chose pour se venger de ces types-là. un petit peu. Donc et le premier jeu de rôle auquel j'ai joué effectivement c'était Donjons et Dragons. D'accord. Voilà. T'avais quel âge du coup là pour cette Je découverte? sais pas. C'est un peu obscur, je dirais, entre 15 et 17, quelque chose comme ça. Bon, ça va, j'ai cru que t'allais me dire entre 6 et 22. Donc Bon, d'accord, ça fait pas 20 ans, ça fait un peu moins. C'est pour le côté dramatique de la chose. Voilà. Ok. Jérôme? Moi, ça fait 15 ans, je dirais. En fait, on a fait une rando. Et on a fait une campagne de D&D à deux avec le pote avec qui je faisais de la rando. Il y en a un qui faisait le DM et l'autre qui faisait tous les joueurs. On faisait les dés dans nos têtes. Enfin, c'était vraiment sans papier, sans rien pendant la rando. Et pour vraiment le vrai contact avec D&D, il y a aussi un gros côté avec Nullbuck, Donjon de Nullbuck. Au collège, ça a vraiment été une grosse source d'inspiration. Et en fait, avec ces deux expériences un peu anciennes, la vraie découverte avec des campagnes organisées, normales, standards, c'était il y a 2 ans et demi. Seulement seulement tout ce temps de préliminaire. Exactement. Et après, il faut trouver des gens avec qui jouer. Enfin, c'est vrai que j'avais pas trop de personnes. J'étais plutôt Warhammer, jeux vidéo, pas trop de joueurs qui faisaient du D&D autour de moi. Et donc voilà, la première grande campagne, c'était il y a 2 ans et demi. Avec Assina ici présent? Avec Assina ici présent. Transition tout trouvée. D'ailleurs, nous avons découvert, Jérôme et moi, Nullbuck au même moment. Et c'est aussi notre première porte d'entrée, finalement, de manière très détournée, vers le monde du jeu de rôle. Mais en ce qui me concerne, j'avais commencé à jouer des parties d'ores déjà en fin de collège, quand j'étais en 3e. On avait commencé avec des modifications du jeu de plateau, enfin des jeux de plateau inspirés par Warhammer sur le Seigneur des Anneaux, et on avait commencé une campagne comme ça, puis après on est arrivé sur le vrai Donjons et Dragons, l'édition 3.5 pour ceux qui savent, avec édition très très dirons-nous plus complexe quand même que la 5e, sur du moins plus mathématique, on va dire ça comme ça, comme pas mal plus de trucs calculés. Et par la suite, j'ai continué dans d'autres jeux de rôle, et c'est vrai que je ne suis pas revenu vers D&D avant, effectivement, il y a 2 ans et demi, non 3 ans à peu près. Vraiment, je l'avoue, à la suite de Stranger Things, des amis me recontactent et me disent « Allez, on s'en refait un », et on était reparti. Mais tellement. J'y vais. Moi, c'est quand j'étais au collège, c'est-à-dire que j'ai commencé Donjons et Dragons, c'est dans la boutique où j'allais acheter mes cartes Magic. Voilà, et par rebond de potes, est-ce que tu veux essayer Donjons et Dragons? Ouais, j'essaye Donjons et Dragons. Mais c'est pas le jeu de rôle auquel j'ai le plus joué et dans lequel je me suis le plus investi au début. C'est-à-dire que D&D, je me suis vraiment mis un tout petit peu avec la 3.5, mais vraiment avec la 5e. Mais parce qu'on avait beaucoup joué au collège à JRTM. Donc le jeu de rôle des Terres du Milieu. D'accord. Voilà. Excellent. Mais mon contact avec le JDR vient de cette époque-là, j'avais 11-12 ans.
D'accord. Greg. Bien moi, c'était un été, un été 1981, donc où le grand frère d'un pote nous gardait avec mon pote et on était insupportables. Il en a eu marre et il nous a dit bon, je vais vous faire jouer un truc. Voilà. Et c'était Donjons et Dragons, voilà. Moi j'avais un magicien qui en fait passait son temps à taper sur des kobolds avec un bâton plutôt que de lancer son sort. Oui, niveau 1 quoi. Oui, niveau 1. Et mon pote avait un nain guerrier complètement débile. Voilà. C'était mon premier contact et en fait on a demandé du coup après d'être gardé quasiment tous les jours. Et on a continué comme ça et c'était vraiment super. Et depuis ça m'a pas lâché en fait. 11 ans tu disais? J'avais 11 ans, oui. Il y a quelques temps. En 81, j'avais 11 ans. Oh non, j'avais 10 ans, pardon. Voilà. C'est pour ça que je te disais que tu pouvais te rassurer. Mais tu ne les fais absolument pas. Moi, c'était, je devais avoir 7-8 ans, c'était par un jeu vidéo qui s'appelait Warrior of the Eternal Sun. C'était sur Mega Drive, tu connais Oui, étonnamment, je connais. Oui, parce que en fait, je me souviens que j'étais malade et j'avais un beau-frère qui venait de se maquer avec une de mes grandes sœurs et qui a porté ça pour que je puisse m'occuper en journée avec 2-3 autres jeux dont Mickey Mouse, Castle of Illusion, 2-3 trucs comme ça. Et je me dis ça a l'air sympa ça quand même. Bon, j'y ai joué à peu près 2 heures avant de lâcher le truc parce que bon, c'était méga austère avec 15 actions pour faire une commande et du coup je me disais non, en plus c'est en anglais donc je bite que dalle mais il y avait un décorum qui me séduisait pas mal et il a fallu que attendre un petit paquet d'années avant que je fasse le lien entre ce à quoi j'avais joué parce qu'il y avait eu un petit logo un sous-logo Donjons et Dragons qui était dans un coin donc je n'avais pas fait le lien à l'époque mais de toute façon oui le jeu en fait je me souviens de la bande son et malgré la console 16 bits de la Mega Drive qui était pas très très généreuse en matière de son de qualité mais voilà, petit décorum assez plaisant. Bon, ça fait pas le figure face à Zelda déjà à l'époque mais bon. Il a fallu que je découvre d'autres types de fantasy, les Final Fantasy, le manga Fly, oui, JB promis, on se fait un numéro là-dessus tôt ou tard. Et ouais, non, moi je pense que j'y ai pas joué avant 18 ou à l'âge de 18 ou 19 ans, quoi. Donc ça a évolué dans une partie. C'est pas grave si ça, on t'en veut pas. Hein. Non, mais d'autant que ça correspond à certains de vos profils aussi. T'as l'air de t'excuser d'avoir commencé tard. Non, du tout. Justement, il a évité toutes les merdes qu'il y a pu y avoir avant, toutes les. D'autant que j'ai dû faire une partie ou deux comme ça, mais vraiment sans un réel investissement. Il a fallu que ce soit Greg qui me fasse une partie il y a quelques années avec Bruno, Romain, qu'on salue. Céline, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire d'autre c'est une question que j'avais déjà posée la dernière fois, mais est-ce que c'était votre première alors bon, du coup Jérôme il a répondu à l'émission précédente quand on parlait du Seigneur des Anneaux, mais est-ce que c'était un des premiers rapports que vous aviez avec la fantasy ou pas du tout? Oui, moi pas du tout. Moi c'est vraiment arrivé sur le tard. Enfin, j'étais déjà intéressé à la fantasy bien avant. Nullbuck, ça a été un gros côté de mon adolescence, mais j'ai vraiment accroché avec Donjons et Dragons très tard. Donc c'est vraiment pas du tout la porte d'entrée pour moi dans la fantasy. Quant à moi, personnellement, donc pareil, j'avais été accroché avant par ma mère et en fait mon père. Mon père était un gros fan de Conan et il avait les BD Marvel, enfin Semic, je sais plus. Donc la traduction des BD Marvel de Conan, donc étaient des grands formats assez sanglants mine de rien. Donc je trouvais ça assez sympa. Et puis ma mère m'avait fait lire vers 9 ans Bilbo le Hobbit en fait. Et on avait plein de romans de fantasy. On avait Stormbringer, etc. Et du coup je me suis engouffré là-dedans. Mais D&D c'est vraiment la matérialisation du coup de tout cet univers et c'est ça aussi qui accroche, c'est que tout d'un coup tout ce qu'on lit, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on rêve, ça y est, on peut le vivre et c'est je pense le secret du coup de cette accroche. Je pense que c'est ça en fait l'intérêt de Donjons et Dragons et même du jeu de rôle en général, c'est qu'en fait on devient acteur des histoires, on n'est plus simple spectateur ou lecteur, on se retrouve avec un système qui nous permet de vivre nos propres aventures et de les raconter. Et c'est ça en fait le plus important et le plus intéressant, c'est toujours la narration, l'histoire, les personnages et les gens avec qui on joue.
sur tous les genres. Sur tous les genres, on se rend compte qu'il y a pas mal de techniques de jeu différents. Alors ça dépend aussi effectivement du système de règles. Parfois, moi je préfère les systèmes de règles qui sont plus simples parce que ça laisse. Après, c'est une opinion personnelle, mais ça laisse la place au roleplay. On n'a pas à se casser la tête pendant 5 ans à régler une bataille sur 10 rounds parce que ça nous est arrivé à tous, je pense, une bataille qui dure 1 heure minimum. Pas plus tard qu'hier. Voilà, tout ça pourquoi 4 coups d'épée et puis et puis c'est fini. Donc et on a tous, ça permet, je trouve, à tous de pouvoir jouer comme ils le souhaitent, quel que soit le type de personnage, un rôle différent à chaque fois, comme si on enfilait finalement une robe ou un costume. Oh, une robe, oui. Et puis moi ça m'arrive tous les jours à mon boulot, mais effectivement c'est ça qui est sympa. C'est qu'on peut changer d'un jeu à l'autre, d'un personnage à l'autre. C'est très libre et puis ça fait franchement des grosses parties de fun. Du coup, Garde le micro, toi c'était ton premier rapport à la fantasy ou t'as eu autre chose avant Alors moi pas du tout. Justement c'est assez drôle qu'on parle de Bilbo le Hobbit parce que effectivement ça c'était ma première approche à la fantasy. Je crois que je devais avoir 8 ou 9 ans, bibliothèque de l'école. Un vieux livre corné, c'était celui-là et ça m'a pas lâché. Mais après je crois qu'il y avait Narnia juste à côté, quelque chose comme ça. C'était fini, Seigneur des Anneaux, etc., etc. Et ensuite, je suis tombée dans le jeu de rôle. Voilà. JB. Moi, je pense que mon premier rapport à la fantasy, c'est Dragon Quest. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est Fly. Même si c'est une œuvre japonaise, c'est comme une œuvre d'heroic fantasy très occidentale. Ouais, très inspirée de. Et voilà. Après, j'ai chemin classique. Je joue à Magic, j'ai eu le Seigneur des Anneaux, et comme tout le monde. Sina. Mon entrée dans l'heroic fantasy s'est aussi faite via Dragon Quest et Fly et d'autres mangas, notamment certains. On a déjà 2 personnes pour le manga, pour le podcast Fly, c'est cool. Et certains mangas qui n'étaient pas de mon âge au moment où je suis rentré dedans. Berserk. Je pense à... Tout à fait. Bastards, tout à fait. Bastards, Berserk. Et moi, c'est vraiment par le manga que je suis rentré dans l'heroic fantasy, et même si après il y avait tout un tas d'œuvres télévisées, de séries qui déjà reprenaient ces settings. Finalement, moi, tout ce qui va être l'univers de Tolkien, j'y suis arrivé qu'au lycée, donc beaucoup plus tard que la plupart d'entre vous, j'ai l'impression, parce que moi, je n'ai pas lu Bilbo avant que j'ai 17 ans, par exemple. Tellement de mépris dans Bilbo. J'ai pas lu Bilbo. Bilbo, voilà, sans sentir tout le poids de mon mépris sur cette œuvre. Non, mais en plus, c'est une œuvre que j'adore maintenant, mais je ne l'ai pas découvert dans l'enfance. Mon entrée dans l'heroic fantasy, c'est vraiment faite via l'univers d'abord audiovisuel et des comics, avant même le jeu de rôle, même si je reconnais l'importance capitale que Tolkien a eue en tant qu'influence sur l'heroic fantasy à l'heure actuelle, évidemment. Et est-ce que du coup, on a commencé à évoquer cette question tout à l'heure, mais est-ce que c'était Donjons et Dragons, c'était votre premier jeu de rôle Non, Betty, t'avais dit non tout à l'heure. C'était quoi? Non, mais alors, c'est oui et non. Parce qu'en fait, mon premier, en fait, c'était un jeu de rôle qui s'appelle... Ouais, si, on peut dire que oui. C'est un jeu de rôle qui s'appelait Ravenloft. Ah oui. Et du coup, super chouette parce que basé sur les règles de D&D, mais avec une petite approche un peu plus gothique complètement. Et donc c'était parfait pour moi parce que c'était super chouette. Donc c'est comme si tu prenais Donjons et Dragons version Halloween. Je crois pas me tromper en me disant que c'est un univers de Donjons et Dragons, Ravenloft. Tout à fait. En fait, c'est un demi-plan. Enfin oui, c'est une dimension. Une petite dimension. C'est à partir de maintenant que je vous lâche, en fait. C'est une petite dimension très clôturée et gérée par des grands méchants tirés d'un peu partout dans l'univers de Donjons et Dragons. Et qui donc, comme tu l'as dit, sont avant tout dans l'ambiance horreur plus ou moins gothique avec le grand vampire, les grands loups-garous, tout ça. Et en fait, les morts-vivants du coup ont pris du grade grâce à Ravenloft. Et totalement. Je vais vous lancer sur les univers de Donj tout à l'heure. Asina, tu voulais... Oui, non, mais si on va en parler tout à l'heure sur les différents univers, je reviendrai à ce moment-là. Mais oui, mais Ravenloft, c'est un univers de Donjons et Dragons en bonne et due forme de la 2e édition. Ouais. Et excellent. Très chouette. Moi, et qui vient en fait d'un scénario première édition qui était et en fait c'était à la base c'est une petite bourgade d'un scénar donc de AD&D, donc la version Advance de Donjons et Dragons qui est sortie en 77.
où il y a là, en fait, on différenciait les races et les classes. Alors qu'avant, c'était un nain guerrier, un elfe magicien, etc. Là, on pouvait être un ranger nain. Là aussi, je vais vous lancer sur les éditions. Pas de soucis, d'accord. Parce que je te connais. Si je oui, te... c'est vrai qu'après, si je te chope pas au lasso, je sais où tu peux aller. Du coup, garde le micro pour dire, toi, c'était ton premier jeu de rôle, du coup, oui, tu nous as dit tout à l'heure. JB? Ouais, je crois que la première fois, c'est Donjon Dragon. Mais en vrai, le premier jeu de rôle auquel j'ai joué, c'est le loup dans la cour d'école, tu vois. T'as quelqu'un qui joue le loup, qui cherche les enfants qui courent. Ouais. C'est un JDR. T'as quelqu'un qui incarne le loup et les gens incarnent les enfants. Ça tombe sous le coup de la loi maintenant, fais gaffe. Jérôme. C'est vrai que si on prend l'explication générale du jeu de rôle à jouer un rôle, c'est sûr que on y a joué bien avant. Moi, je jouais beaucoup de rôles tout seul. Une grande partie de mon enfance en Bretagne, c'était on racontait des histoires avec un bâton pour fendre des démons, des trucs, créer un univers. Et donc d'ailleurs, cette dimension-là, tu pourfendais les airs avec ton micro d'ailleurs. Donc cette dimension-là, elle est sûre qu'elle existait avant. Je trouve que ce qu'il y a de plus dans D&D par rapport à d'autres jeux de rôle plus classiques, plus ce que tu fais en tant qu'enfant, c'est la dimension sociale. C'est le fait d'imaginer avec quelqu'un, avec l'influence du DM, et surtout que quand tu joues à un jeu vidéo ou des choses comme ça évolue de manière relativement linéaire. Là, quand tu joues avec un groupe de personnes, ça peut évoluer dans tous les sens en fonction de ce qu'apporte au jeu les différentes personnes. S'il y a des personnes qui veulent plus jouer RP, qui veulent plus jouer complètement déconne, le jeu va s'orienter dans cette direction-là. Si tout le monde est beaucoup plus hardcore, sérieux, combat, on prend un truc super, on y croit, ça va partir autre part. Et en fait, c'est avec le groupe de personnes, le groupe d'amis, que tu crées une aventure ensemble, commune. Et je trouve que ça, c'est la grande force de D&D, pour moi. Asina, ton premier jeu? Non, Donjons et Dragons n'a pas été mon premier jeu de rôle, y compris avec des dés et des feuilles de personnages. Non, ça a été, j'en parlais tout à l'heure, quelque chose d'adapté du Seigneur des Anneaux. C'est depuis j'ai bien comblé ce retard-là, et de D&D à l'heure actuelle l'un des seuls jeux de rôle auxquels je joue. Et ce n'était pas ma porte d'entrée en jeu de rôle. Et du coup, en fait, c'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et ce qu'avait aussi évoqué Betty, c'est que c'est quand même un type de jeu qui est totalement, qui est en constante évolution et qui, sur une même base, sera toujours différent parce que tous les individus ont leur version de la maîtrise du jeu et du jeu en lui-même, suivant la race, la classe, etc. ou tout. Donc ça y a des variantes infinies, comme tu le disais, et comme tu le disais pour les jeux vidéo, voilà, qui sont plutôt linéaires. Dans le cas du jeu de rôle, et bon, donc Donjons et Dragons, aucune partie ne peut se ressembler vraiment. Et on s'enrichit au contact du coup des autres, tant au niveau des autres joueurs, parce qu'on a tous des classes préférées, mais peut-être qu'on verra autre chose chez quelqu'un en disant ah ouais tiens j'avais pas vu ça comme ça, et au contact des maîtres de jeu. Asina puis JB. Pour continuer à rebondir là-dessus, c'est vrai que le roleplay est quelque chose d'extrêmement important, c'est l'idée d'investir dans un personnage qu'on a créé. Je trouve que tout le challenge, c'est de jouer quelque chose qu'on n'est pas, justement, notamment avec des traits de caractère que nous n'avons pas. Moi, je trouve que c'est ce qui me fait le plus marrer, en fait, en toute honnêteté. Et pour revenir sur le développement de l'univers de partie, c'est un extrême plaisir en tant que joueur, et c'est aussi un extrême plaisir en tant que maître du jeu, puisque les joueurs sont très très imprévisibles. Là, on a bien pu constater ça plusieurs fois dans différentes parties. En fait, quand on crée une partie, il faut penser en arborescence et se dire, ok, il peut se passer ça, 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 ça et ça. Tu vas prévoir 5 solutions. Évidemment, le groupe de joueurs va en trouver une 6e et une 7e auquel tu n'as pas pensé. Et à partir de là, tu vas devoir te démerder pour rentrer dans les clous ou développer à partir de là. C'est un extraordinaire exercice mental, extrêmement amusant, très épuisant, mais vraiment très enrichissant. Donc si vous nous écoutez, ne faites pas que jouer, essayez aussi d'être DM au moins une fois, vous allez voir, c'est très cool. Ouais, pour l'avoir été plusieurs fois, maintenant j'ai plus le temps de m'investir autant pour être DM, donc je préfère être joueur. Mais ouais, c'est vraiment génial d'être MJ et de créer une histoire et de voir les joueurs ne pas faire du tout ce qu'on a prévu. Et tant qu'on est vraiment à parler de jeux et des choses comme ça, ce qui change aussi, par exemple sur Donjons et Dragons, sur n'importe quel jeu de rôle, par rapport à un jeu de société souvent classique, c'est que en fait tout le monde gagne.
Il y a pas d'histoire comme au Monopoly où j'ai gagné, j'ai dépouillé tous mes adversaires. Voilà, on joue vraiment ensemble. Ça dépend. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parfois, justement, c'est ça qui est fun. T'as toujours des persos qui la jouent un peu, un peu solo, ou qui prétendent qu'ils jouent avec le groupe, et puis complètement, j'assume. Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai été instrumentalisée plus tard par un maître de jeu qui savait que t'allais procéder comme ça et qui l'a intégré dans son histoire. Voilà, qui m'a confié une mission, et puis et c'est fun parce qu'en fait, tu dois prétendre que tu joues avec le groupe, et en fait, en parallèle, t'as une mission cachée, et donc t'as eu des huis clos en fait qui se créent, et c'est ça qui est chouette en fait avec le jeu de rôle, même enfin que ce soit Donjons et Dragons ou autre, c'est que le système il est tellement, enfin il y a des milliards de possibilités. Tu peux faire des huis clos, tu peux jouer, tu peux t'envoyer des post-it en fait, balancer le truc à ton MJ, et donc même si à la base on joue une quête avec plusieurs joueurs et qu'on est censé jouer ensemble, et on se rend compte que des fois tu peux avoir un parcours individualisé complètement. Ouais. Et on a beaucoup de surprises, et je rebondirais sur ce qui a été dit juste avant, par rapport au fait que quand on est MJ, on s'attend pas forcément, on n'a pas forcément le résultat escompté. Et ben oui, mais je dirais que c'est une sorte de vengeance, parce que il y a pas que les joueurs qui doivent être mis en difficulté, hein. Voilà. C'est vrai. Rapidement, MJ, maître de jeu, DM, la même chose en anglais, donc Dungeon Masters. Tu voulais dire un truc? Moi, juste revenir sur le fait, effectivement, en fait, de gagner ou pas, il y a effectivement pas de perdant vraiment, même si on s'est fait enfler par un joueur, une joueuse ou un maître de jeu. Globalement, on a tous passé un super moment. Peut-être qu'on est mort dans le jeu, mais on a vécu une aventure, et voilà, et personne n'a vraiment triomphé de l'autre ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de, à part chez certaines personnes, c'est des rivalités de base et qui aiment avoir un gain. Là, le seul gain qu'on a en général dans le jeu, c'est d'avoir passé un super moment, quoi. XP. Et les XP. Des points d'expérience qui font évoluer les personnages pour les rendre plus puissants, plus adroits. Mais voilà, globalement, sur parfois plusieurs années, on voit cette amélioration et ce gain. C'est bien parce que vous avez, alors comme souvent dans ce genre d'exercice, anticipé pas mal de petites questions, et du coup, vous allez pouvoir avancer un petit peu plus rapidement. Et moi, j'ai une question la question que je voulais vous poser pendant que Arnold nous fait un refill de café, merci mon grand, c'était, est-ce que vous avez compris rapidement ce que c'était que le jeu de rôle? Parce que moi, il m'a fallu peut-être des années à me dire, mais je comprends pas. Il y a pas de forme physique. Il y a des feuilles. Il y a peut-être donc des bouquins avec des règles qui ont l'air énormes, et il y a peut-être donc un écran de jeu et des dés. Et pour moi, c'était à la fois consistant parce qu'il y avait des outils pour y jouer, mais il y avait pas de... Typiquement, je me disais, mais ils sont pas costumés, ou je comprenais pas les codes de la chose. Comment vous avez digéré tout ça, et comment vous avez appréhendé ce nouveau médium? Vas-y, Personnellement, moi, j'ai mis assez longtemps, parce qu'au début, mon approche justement de D&D, c'était voilà, j'ai des statistiques, je peux lancer des sorts, ou je peux me battre, etc. Je lance un dé, si je fais ce résultat, je touche la créature, je la tue. Si je lance ce dé, je réussis ma compétence, donc je peux ouvrir une porte, je peux lire un parchemin, etc. Et c'est au contact d'autres jeux, notamment l'appel de Cthulhu, donc, où j'ai compris qu'il y avait vraiment des histoires où on pouvait en fait se passer des parties entières sans combat. Surtout à Cthulhu, il vaut mieux éviter, parce qu'on est en général un bibliothécaire, un clerc de notaire ou un charcutier. Donc pour combattre des ghouls, c'est bof. Mais voilà, là j'ai compris qu'il fallait réfléchir, mener des enquêtes, etc. Même si on l'avait déjà fait avec D&D, et que dans D&D, on peut passer des mois entiers de parties sans sortir son épée du fourreau, entre guillemets. Et on fait des enquêtes, comme dans tout. C'est un jeu de rôle où on raconte une histoire. Et voilà. Et là, il a fallu ce contact avec d'autres choses qui étaient nées, en fait, d'écrits, de livres. Lovecraft pour Cthulhu, après c'était Stormbringer avec Moorcock, où pareil, le côté narratif était très important, au-delà des règles. Alors que D&D, on avait des règles qui avaient donné plus tard un jeu, c'est-à-dire des bases de règles ont donné un côté narratif, avec notamment un scénario qui était Blackmoor, qui était le premier scénario, le premier univers de Donjons et Dragons, d'ailleurs, qui plus tard sera hybridé avec le premier scénario de Gygax, qui était donc Castle Greyhawk, qui donnera après l'univers de Greyhawk, qui est le premier vrai univers de donge avancé, donc à D&D, puisque Mystara c'est celui de D&D. Mais bon, voilà. Tu vois, je vais faire ce signe-là pour t'indiquer le lasso, d'accord? Voilà, donc
Ça, moi, personnellement, ça a pris au minimum 5 ans. Ah ouais, quand même. JB? Je vois ce que tu veux dire dans le sens où ça peut faire peur au début avec effectivement les piles de livres ou le côté qu'il y avait encore à une certaine période un peu austère du groupe de joueurs, des 4 gros mecs avec des queues de cheval et semi-chauves dans une cave qui sentent pas bon, tu vois. Là, je vais vraiment dans l'extrême, tu vois. Ouais, attends, mais justement, je te coupe parce que moi, je me souviens que le premier truc où j'ai vu une partie, c'était évidemment ça doit être Antenne 2 qui faisait un reportage parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé à la suite d'une partie de jeu de rôle où il jouait un médecin, tu vois. Donc je me souviens que c'était vraiment au début des années 90 où t'avais un début de c'est mal, grosse stigmatisation. Voilà. Et je voyais des gens qui étaient des étudiants qui étaient plutôt à peu près normaux, tu vois. Donc moi j'ai ce cliché que tu évoques là, je l'avais pas vu tout de suite et je comprenais pas pourquoi ces gens, et pour moi ils parlaient autour d'une table. Comment on peut jouer comme ça, tu vois. C'était ça moi qui m'interpellait à l'époque. Et toi, ça t'a pas du tout Bah non, parce que moi je suis rentré d'une manière assez naturelle en fait dans le JDR via plein d'autres médiums qui m'avaient habitué en fait à la fantasy, et c'était juste pour moi c'était un autre jeu dans les univers que j'aimais bien. D'accord. Donc ce qui me faisait peur, c'était plutôt de me dire mais pour jouer faut acheter tous les livres. Et bon, on m'a vite dit non, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'acheter tous les livres, t'as juste besoin d'acheter celui-là. Le reste au fil des photocopies. Betty? Je suis d'accord avec toi parce qu'en fait moi c'était un peu pareil, j'ai pas eu du tout de difficulté à visualiser le côté jeu du style j'ai une feuille devant moi, je vais lancer un dé et dans ma tête j'avais déjà ton micro. Excuse-moi. Dans ma tête j'avais déjà tout le scénario, enfin le plan en fait. Et en fait finalement c'est pas vraiment très éloigné d'une pièce de théâtre quand tu regardes. Parce que t'as ton script, ta pièce, et il y a la description du décor et les personnages qui dialoguent et la description des persos. Et finalement, quand tu joues un personnage d'une pièce de théâtre, t'es sur une scène, mais il y a pas de décor autour de toi et tu dois imaginer en fait tout ce qui t'entoure et l'interaction avec les personnages. Donc au final, et c'est même d'autant plus vivant. Donc c'est peut-être plus facile dans ce sens que t'es debout et puis tu peux interagir, etc. Il n'y a pas forcément un dragon devant toi, donc t'as pas forcément à imaginer que tu dois faire des roulés-boulés pour passer derrière le monstre, etc. Ok. Mais au-delà de ça, cet aspect-là, ça m'a moins gêné. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup freiné, c'était les règles. Et encore à ce jour, je remercie le MJ avec qui je joue en ce moment de pas vraiment trop m'embêter avec ça, parce qu'à chaque fois que je dois refaire un combat, je me rappelle plus vraiment très bien quel dé je dois lancer selon le jeu de rôle auquel on joue. En plus, ça change complètement. C'est des D20, des D100, des trucs, c'est compliqué. Puis tu dois rajouter des bonus, des malus pour calculer le truc. Les règles de calcul, mais c'est l'enfer. Moi, c'est ça qui m'a freiné, honnêtement. C'est tout un art pour un MJ, justement, de masquer les règles sur du storytelling, de la manière que les joueurs puissent les appréhender, mais naturellement. Et c'est tout un art, hein, je suis d'accord. Moi, j'ai vu la différence entre des MJ qui facilitaient la chose et d'autres pas du tout. Il y en a qui adaptaient aussi les règles parce qu'elles les trouvaient trop difficiles. Donc notamment selon les versions de Donjons et Dragons, il y en avait qui étaient un peu du coup ça venait gâcher en fait la fluidité du jeu entre les joueurs et des quêtes, etc. Moi, c'est ça qui m'a bloqué. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais du coup, je tombe sur des gens gentils, donc ils m'en veulent pas trop quand j'arrive jamais à calculer mes stats. Ça va. Jérôme, puis Greg, puis Asina. Moi, sur la partie règles, pour rebondir, au contraire, j'adore ça, les règles. Et même... moi, j'ai des souvenirs de vacances avec toi où tu lisais les notices de jeux, de plateaux. C'est ça. Moi, j'ai plein de jeux, de wargames, des trucs comme ça, où j'ai juste acheté le livre de règles. J'ai jamais joué une partie, mais je sais les règles. Comment modéliser un ensemble d'interactions, que ce soit entre des armées ou entre des personnes, que ce soit des combats, que ce soit d'autres choses, via tout un système avec des dés, avec des règles, avec du contenu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et justement, moi, c'est l'inverse, en fait. C'est plutôt, j'allais plutôt faire des dés dans cette optique-là, un peu optique wargame. J'ai pas mal joué à Warhammer. C'est vraiment appliquer les règles pour essayer de gagner. Et ce que j'ai découvert en jouant, c'est justement qu'il n'y a pas que ça. Et que l'intérêt, d'ailleurs, c'est sympa aussi les combats, surtout quand il y a de l'enjeu, mais l'enjeu via l'histoire, mais ce qui fait la force, c'est ce que je disais tout à l'heure,
vraiment les interactions, l'énergie de groupe et le côté roleplay. Effectivement, jouer quelqu'un que tu n'es pas, essayer de te comporter non pas comme toi en tant que joueur méta en disant ah ça serait bien pour gagner, ce serait bien d'eux, mais mon personnage, je sais comment il est complètement débile, ou alors il a ce défaut, il déteste un tel, il va faire ça. Je sais que c'est bête, ou je sais que ça va avoir des conséquences, mais lui il y croit, donc vu que je joue lui, c'est ce qu'il va faire. Et en fait, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à jouer un jeu de combat dans un donjon, avec des règles top, et en fait, ce qui m'a accroché, c'est plus le côté histoire. Contre toute attente de ta part, en fait. En tout cas, c'est pas ce que j'attendais, enfin, c'est pas ce que j'imaginais. Greg, tu voulais réagir sur un truc? Perso, bon, déjà, je suis totalement comme toi, moi j'adore les règles. J'adore ça, des fois j'en rajoute d'ailleurs. L'enfer. Et même j'en adapte entre les jeux si j'en vois une meilleure, etc. Machin. Et j'adore ça. Mais ça me concerne moi. J'ai bien vu que les joueurs avaient autre chose en tête que les règles. Ça me défrise, mais bon. Et ce qui est important du coup, c'est l'expérience qu'on fournit en tant que maître de jeu aux joueurs. Et je pense que c'est une maturité aussi à avoir. C'est qu'on grandit avec son jeu, on grandit avec sa façon de jouer et on grandit avec sa façon de maîtriser un jeu. Maîtriser dans le sens gérer une partie de jeu de rôle. Comment on se documente et aussi comment on fait ce lien entre les règles, l'univers et les joueurs. Et effectivement, l'expérience, etc. Je pense que c'est la bonne attitude à avoir, c'est ça, c'est ne pas écraser le joueur ou la joueuse sous des monceaux de règles, parce que je pense que ça rebute n'importe qui. Mais en fait l'aider et puis en fait parcourir le scénario, donc en racontant les choses et en des fois peut-être soulignant un petit point de règle, mais au moins on est prêt. En tant que maître de jeu, au moins on a nos règles. À la rigueur, s'il faut vraiment simuler un truc et surtout départager des joueurs, parce que les engueulades entre joueurs ça existe, hein, autant que les entourloupes ou les odieuses coalitions de joueurs contre les maîtres de jeu. Ça n'existe pas, ça voyons. Voilà. Mais bon, avant tout, ce que tu as dit est très important, je pense, c'est la façon dont on maîtrise le jeu, parce que je pense pas qu'il y ait de mauvais jeux. Je pense pas qu'il y ait de mauvais jeux. J'ai joué à des trucs infâmes, hein, attention. C'est le maître de jeu qui, entre guillemets, fait pas tout, mais qui va fournir l'expérience du jeu et stimuler des joueurs. Parce que c'est pareil, des fois, il y a des joueurs qui sont plutôt axés combat, donc dans des jeux plus politiques, ça peut être ennuyeux. Mais si on donne accès à une dimension particulière d'un jeu à quelqu'un qui aime pas forcément le roleplay, ça va l'intéresser, ça va le pousser. Du coup, entre guillemets, pas à améliorer son jeu, mais à aller au-delà. Asina, il faut qu'il réponde à la question, puis JD. Comment t'as appréhendé Alors, la dimension dont tu parles a été appelée théâtre mental, en fait. Et il est content d'avoir placé son mot-clé, là. Hein. Tout à fait. Mon compte triple. C'est ça. Je gagne combien de points au Scrabble, là? Non, oui, le théâtre mental, moi, c'est une des choses que, pour le coup, ça ne m'a pas du tout gêné. Mais c'est peut-être parce que j'avais l'habitude d'autres jeux de rôle comme ça aussi, ou alors là-dessus j'ai conservé un côté très enfant où on joue à faire semblant que t'es dans une cour de récréation dans un coin et tu prétends que t'as des dragons qui sont en train d'attaquer d'un peu partout, ou t'as des zombies qui se lèvent, ou que tu es un élu qui doit sauver la France de j'en sais rien, de zombies reptiliens nazis qui viennent de la Lune, par exemple. Donc moi ça n'a pas voilà, il s'agit de simuler complètement par la parole en fait tout ce qui se passe, et finalement les dés peuvent n'être que complètement accessoires comme ça a été dit par nombre de personnes ici présentes. Moi ça m'a pas du tout gêné, c'est même une dimension que j'ai le plus aimé, même si effectivement là pour le coup je trouve qu'avec l'édition 5 de Donjons et Dragons, je trouve qu'ils ont bien fluidifié pas mal de règles et on fait en sorte que ce soit pas trop mathématique, donc voilà. Je trouve que c'est assez intuitif. Même s'il faut se taper des règles au début, je trouve que ça vient tout seul en jouant. Betty et Greg font la gueule de chacun pour une raison différente, j'ai l'impression. Mais on va devoir... Je voyais que Greg n'avait pas l'air très convaincu par la fluidité de la dernière édition, de la 5e édition. On va en parler tout à l'heure. Je vais avancer un petit peu. Il y a eu plein de choses qui ont été dites, donc je vais vous poser les 3 questions suivantes qui ont commencé à être répondues par... en partie individuellement par les gens. Donc tu vas reprendre la parole, JB, et tu vas intégrer en gros les questions, essayer d'apporter à toi les questions suivantes. Merde. Qu'est-ce que tu portes sous ce jean? Rien. Merde. C'est mieux. Ouais. Moi j'ai un boxer Godzilla. Quel type de joueur d'emblée vous étiez quand vous avez commencé à jouer? En fait, il y a une vraie question d'équilibre à trouver entre le MJ et les joueurs. Il y a pas je pense pas qu'il y ait de mauvaises parties
de jeu de rôle, en fait, c'est juste que c'est des parties où on n'a pas trouvé son compte. Soit parce qu'on, comme Betty, les règles nous font peur et on préfère vraiment s'immerger dans l'histoire et dans l'ambiance, ou alors, comme Greg, on a une approche un peu plus mathématique du système de règles. Et je pense qu'en fait, il faut réussir à trouver cet équilibre entre les joueurs et le MJ. Peut-être vous avez eu des expériences de jeux de rôle qui se sont mal passées, mais parce que vous aviez pas un MJ qui correspondait à ce que vous attendiez du jeu. Et je pense que c'est cette partie-là qui peut sûrement effrayer les gens, en fait. Plus que dire, il y a des règles, faut s'imaginer des situations, machin, c'est, une fois que t'es sur la table, si ça se passe mal, juste parce qu'en fait, t'es pas avec les bonnes personnes, ça peut vraiment, je pense, freiner l'expérience de jeu. Et quels sont les trucs qui d'emblée vous ont fait adhérer au jeu? Alors vous avez aussi commencé à répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a un truc qui va vous dire ça c'est pour moi, je joue à jeu à cause de ça? Ça peut être le roleplay, ça peut être les règles. Le roleplay. Roleplay, toi? Ouais, on l'avait compris, toi. T'es devenu avocate pour rien, j'ai l'impression, par la suite. Moi, typiquement, Donjons & Dragons, c'est les amis, en fait. J'ai un groupe d'amis de lycée que j'avais pas perdu de vue, et ça a été une occasion de les retrouver et en rentrant dans une partie. Et donc voilà, c'est avant tout pouvoir partager quelque chose avec des amis. Et quel type de joueur? Bon, tu as répondu en partie, toi t'étais très règle, puis tu t'es fait Non, enfin, en sens que j'aime beaucoup les règles, mais ça veut pas dire que ça me définit du tout dans la façon de jouer. Je trouve que voilà, j'aime bien savoir ce qui va se passer, mais je pense que j'essaye en tout cas d'avoir des styles très différents en fonction du personnage que j'incarne. Les personnages qui sont, j'ai commencé avec un guerrier un peu simple, mais c'est sa personne, hein, il était comme ça, donc je le jouais et ça m'arrangeait parce que c'était plus simple. Et maintenant j'ai d'autres personnages qui sont plus intéressants et j'essaie d'avoir une approche plus RP parce que mon personnage est plus dans l'interaction, voilà. Donc je pense pas avoir, en tout cas j'espère ne pas avoir un type de jeu. Betty, toi tu disais le roleplay, mais quel type de joueuse tu es? Ça a pas mal évolué. Je pense que les différents MJ avec qui j'ai joué, plus ou moins maudits sur la moitié des parties, mais ils aimaient bien, en fait. C'est un petit côté masochiste. En gros, j'aimais bien jouer le joueur qui fout la merde, qui est chiant, qui est complètement imprévisible, etc., avec des backgrounds, en fait, plus ou moins recherchés, hein. Et c'est là que c'est intéressant, c'est justement ce qui a été dit juste avant sur le fait de pouvoir d'arriver à rester collé finalement, à agir en conformité avec son background, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui veulent pas tricher, mais c'est-à-dire par exemple si tu joues un joueur qui est agoraphobe ou qui est claustrophobe, il va se retrouver dans une toute petite grotte. La seule porte de sortie pour lui, ça va être de ramper sous les rochers. Il y en a qui vont y aller en mode ah bah c'est bon, j'y vais. Hop, mais qu'est-ce que ton personnage il fait quoi? Bah je vais tout droit et puis je sors de la grotte et puis salut. Bah non, en fait non. Je t'ai dit t'es claustrophobe, donc en fait tu vas nulle part, tu restes là et puis tu pleures et puis t'attends que qu'on vienne te chercher. C'est de ta faute, c'est toi qui as écrit. Voilà, il y a et donc moi pour éviter de me perdre, le type de joueur le type de joueuse que j'étais, que je suis toujours un peu quand même, j'aimais bien jouer des personnages qui fédéraient un peu le groupe, qui mettaient une bonne ambiance, qui faisaient n'importe quoi, enfin voilà. Contrairement à d'autres de mes potes qui eux jouaient le guerrier qui va taper, qui bastonne à fond, le type qui va juste réfléchir à voler tout ce qu'il peut voler, le moralisateur, il y a tellement de archétypes, ouais. C'est très très vaste. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je jouais pas mal les mêmes types de personnages qui correspondaient plus ou moins à mon type de personnalité, et ensuite j'ai évolué pour mettre dans la peau de personnages qui n'étaient pas du tout comme moi, et c'est là que c'est intéressant à jouer en fait, de pouvoir sortir de sa zone de confort et arriver à jouer des personnages qui ont une personnalité complètement opposée à la tienne. Alors, il y a eu des gens qui ont décidé de prendre la parole, c'est ça? Perso, moi j'approuvais juste entièrement le terme de sortir de sa zone de confort. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est super compliqué. C'est dur. Pareillement, de passer au-delà la même de chose. de soi. On fait pas exprès. Ses réflexes, sa façon de penser, etc. Alors, Asina, quel type de joueur tu étais?
Alors, j'ai reçu la réputation de gros Bill et je tiens. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un gros Bill, c'est un joueur qui va être sans arrêt dans l'optimisation de son personnage. Sauf que dans mon cas, pour ce personnage en question, c'était complètement roleplay. C'était un personnage qui était obsédé par l'idée de devenir le meilleur. À tout point. Évidemment, c'était le personnage de Paladin en question. Gros orgueil voulant absolument être le plus fort et tout, et qui, au cours de la campagne, apprend l'humilité d'ailleurs, je tiens à le dire. Et si jamais il m'écoute, mon cher maître du jeu est celui qui m'a fourni tous les objets magiques. Hein. Si vous voulez pas, il avait qu'à pas me les donner. Et depuis, je joue d'autres rôles beaucoup plus sympas. Là, actuellement, mon personnage préféré, c'est un prêtre d'un dieu de la mort qui est obsédé par l'idée qui aime pas trop soigner les gens parce qu'il les préfère morts, finalement. C'est ce genre de trait comme ça, genre t'es un soigneur qui aime pas soigner les gens, c'est vraiment un truc très très drôle à jouer. Donc voilà, moi j'aime bien les personnages assez barrés, on va dire. Je trouve que c'est évidemment plus simple à jouer et en même temps qui donne une assez bonne dynamique au groupe. Je préfère donner un gros défaut ou une grosse caractéristique qui va prendre le pas et autour duquel le personnage va graviter, et ça va permettre de prédire un minimum les interactions, comment ça va se passer, et en même temps ça permet de vraiment se marrer autour de la table, quoi. Quand tu as un personnage blessé qui est là, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, j'arrive, et puis là le prêtre s'agenouille et commence à donner l'extrême onction en disant vas-y, glisse dans l'au-delà en paix, rejoins le dieu de l'amour et tout. Mais non, il faut le soigner, espèce de... Mais vous êtes sûr, il sera plus heureux comme ça, moi j'en suis persuadé. Et voilà, ce genre d'interaction, il faut que les gens me convainquent de soigner les personnes. C'est très... Voilà, moi complètement roleplay, c'est les trucs que je préfère. Non. J'y vais. Bah moi récemment j'ai commencé en tant que joueur à sortir de ma zone de confort. On disait tout à l'heure parce qu'avant j'avais tendance à, pendant très longtemps j'ai joué des personnages qu'on va dire chaotiques. C'est les gens qui sont autour de la table comprennent le terme, c'est-à-dire que chiant. Voilà, les relous, chiant. Et maintenant j'essaye de me forcer à jouer des personnages loyaux, donc qui ont un code moral beaucoup plus strict ou qui répondent à des règles et à des critères sociaux beaucoup plus encadrés. Et du coup pour me forcer moi en tant que joueur à interpréter quelque chose que je ne suis pas vraiment. Et bah j'en prends énormément de plaisir et c'est limite beaucoup plus intéressant que de jouer un bard qui fait n'importe quoi. Greg, déjà je tiens à dire que j'ai beaucoup évolué. Mais c'est vrai que bah voilà, comme je le disais au début, je pense que j'étais un des mages les plus agressifs. Un des mages les plus agressifs de tout D&D. Effectivement, non, j'avais aussi des personnages non pas des gros billes. Simplement, il y a des règles. Et elle donne des possibilités, des opportunités, donc bon bah voilà, c'est pas tricher, les règles sont là pour être utilisées, quoi. Donc on appelle ça le minimaxage. J'ai l'impression de faire face à un discours macronien. C'est-à-dire donc minimiser en fait les désavantages pour maximiser les avantages. Mais bon voilà, c'est totalement ça en fait. Potato. C'est vrai que pendant très longtemps j'ai préféré des personnages un peu physiques et ce qui pouvait mener des enquêtes, hein. Mais j'étais plus rassuré derrière un bon gros mur de points de vie, d'armure et une épée à deux mains, ou un fléau à deux mains d'ailleurs. Avant de sortir de ma zone de confort et de faire des gens plus littéraires, plus subtils, sachant quand même que parfois ça m'a desservi. Mais voilà, mais bon. Oui, j'avoue, j'ai beaucoup mûri comme ça. Et c'est vrai que c'est très agréable, comme tu le dis, de laisser les autres aller tabasser les monstres, hein, alors qu'on s'ennuie derrière à potasser les bouquins, en disant mais non, bande d'abrutis. Ouais. Non, tu me fais juste penser à un personnage que je jouais. À un moment, j'ai tiré complètement au hasard absolument ma classe, ma race, mes stats, etc., comme beaucoup de gens l'ont fait. Je suis tombé sur un barbare qui détestait la violence. Ouais, c'est très sympathique à jouer, très sympathique à jouer pour le coup. Si jamais vous essayez, plongez dans les contradictions, les gens, ça rend les parties marrantes. Et petite précision, pour avoir côtoyé justement le gros Bill en question, qui était le nom d'un personnage d'un des pionniers de D&D en France. Donc c'était l'équipe de l'école normale de la rue d'Ulm, qui venait sourire d'ailleurs le Cube. C'est devenu donc effectivement l'archétype du personnage surpuissant, mais parce que eux avaient altéré les règles de base. Voilà, attention. Il se dédouane, c'est très macronien. J'aimerais juste préciser ça. Voilà. Et en plus, tu es un joueur assez piètre de Donjons et Dragons, mais bon. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait un truc qui vous déplaisait, comme en disant non, ça, non, je me fais violence pour intégrer cette partie-là dans mon jeu, quoi. Comment ça? C'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose dans le jeu de rôle Donjons et Dragons qui vous déplaisait? Il y a une portion de l'univers ou des règles. Interprétez comme vous voulez. Dans D&D? Ouais. Les Kender. Kender. Si, peut-être... Alors,
c'est à la fois, je trouve, l'avantage et ça peut être un inconvénient. C'est-à-dire que c'est quand même, bon, il y a 36 millions de jeux de rôle, hein, peut-être pas 36 millions, mais pas loin. Et D&D est assez simple, entre guillemets, dans le sens où, voilà, il y a des classes, il y a des races, des quêtes, bon, il y a un donjon, il faut aller tabasser le méchant, et puis on arrive et on a le trésor. Enfin, j'exagère, hein, bien sûr, évidemment, mais les règles sont assez... l'univers est très riche, mais les parties, en fait, bon... Je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'effectivement ça dépend énormément de la manière dont c'est joué et dont le MJ fait sa partie, mais tout ça pour dire que on peut peut-être trouver que c'est assez plat. Ça peut être comme comment dire, un peu plan-plan. Le système, tout ce qui est système politique, des intrigues, etc. Ça peut de base. C'est pas quelque chose qui est fait pour être très très compliqué ou comment dire. Moi, je sais que tu vois ce que je veux dire, j'ai commencé à m'y mettre, et là, pour le coup, mon rapport avec la fantasy, il avait évolué, donc je l'avais consommé suffisamment pour me dire, j'ai pas envie de jouer un paladin avec une armure et qui va aller dans cette direction, parce que c'est toutes ces notions que vous avez évoquées là pour essayer de rendre le jeu original, parce que vous vous êtes fait la réflexion de dire comment moi je peux apporter quelque chose et comment je peux rendre ça fun. Moi, je me suis dit, bon, faire des parties pour rigoler avec les copains, mais j'avais pas d'idée pour attiser ça, quoi. Et moi je sais que ça a été un problème pour moi, c'est-à-dire ouais, ok, bon, ma fantasy plan justement, je vais y aller. C'est comme je te dis, en fait, ça peut être l'avantage et c'est enfin l'inconvénient, mais ça dépend encore une fois de ce que t'en fais. Moi, je sais que, et pour répondre à ta question, voilà, c'est ça, le paladin loyal, c'est pas que j'ai jamais pu le faire, c'est que j'avais pas vraiment très envie de le faire, non pas parce que ça correspondait pas forcément à ma personnalité, pour revenir à ce que tu disais, mais c'est parce que ça m'ennuyait un peu. Voilà. Asina, tu vas prendre la main. Bon, là c'est mon côté scénariste qui va parler. Mais non, je vais revenir un peu sur c'est vraiment, ça dépend vraiment du DM, parce que même un personnage loyal bon, on peut trouver des situations où t'as que des mauvaises solutions, en fait, d'un point de vue moral, strictement moral. Et là, ça crée des conflits intéressants. Je l'ai pas fait encore en tant que maître du jeu, parce que je joue avec des gens qui sont un peu débutants, on va dire, donc j'avais pas envie tout de suite de les mettre dans des dilemmes moraux extrêmes. Les gens, c'est moi. Merci César. Et mais c'est une des choses qu'il faut faire selon moi d'ailleurs en tant que maître du jeu, c'est chaque action a des conséquences. Il y a des conséquences qu'on maîtrise, des conséquences qu'on maîtrise pas. Je vois que Greg se bat pour avoir la parole. Vas-y Greg. Et j'aimerais juste rappeler un petit truc là pour tout ce qui est justement conception du bien et du mal. C'est que l'erreur qu'on a, je pense, tous fait, et moi le premier, c'était à la base d'assimiler par exemple le paladin à la morale judéo-chrétienne classique. Et donc forcément ça biaise la vue du bien et du mal. Mais par exemple un paladin d'Odin ne verra aucun problème à aller prendre un prisonnier dans une geôle et le sacrifier avant une quête pour justement attirer les faveurs d'Odin et de son dieu pour que la quête du coup réussisse. Et c'est pour ça que effectivement, tout à fait, excuse-moi. Et ce qui rejoint du coup ce que tu dis justement sur le fait de caractériser le loyal bon, qui est donc l'incarnation du bien, du droit, etc. C'est que pareil, c'est ce qu'on en fait et c'est ce qu'on en voit dans le prisme 1 du personnage, de sa classe et de la religion qu'il peut suivre dans le jeu. Voilà. Tout à l'heure, quand tu rappelais que tu étais scénariste, ça me fait penser à un pote à moi qui est scénariste qui l'autre jour, nous avait dit dans un autre podcast que il n'y a pas de mauvaises idées, il y a que des mauvais traitements. Ah, ça c'est Bob, ça. Ouais. Et voilà, c'est ça en fait, c'est qu'il y a pas, t'as pas de mauvais personnage dans Donjons et Dragons. Juste, t'avais peut-être pas le bon personnage pour cette partie. Voilà. Donc en fait, si ça se passe mal ou si tu prends pas du plaisir, c'est peut-être juste parce que t'étais pas au bon endroit au bon moment. Très rapidement. Là après, ça rejoint aussi quand même la tâche du maître de jeu d'offrir l'expérience du jeu à tout le monde. C'est si quelqu'un a vraiment envie de jouer une classe des fois un peu saugrenue, mais qui a un truc derrière, un background, etc. C'est nous, moi je suis tout plus souvent maître de jeu d'ailleurs que joueur, d'adapter presque et de lui donner son quart d'heure de gloire. C'est bien aussi de donner son quart d'heure de gloire à chaque joueur. Et bon, après, peut-être qu'il va lutter, peut-être qu'il va marner, qu'il va en prendre plein la figure, mais il va jouer son personnage. C'est pas, rien n'est fixé, vraiment, faut arrêter, de dire que, voilà, c'est écrit comme ça dans le scénario, donc c'est comme ça, et tant pis pour toi. Ça rejoint aussi le côté du personnage, donc claustrophobe et tout ça.
Oui, voilà. mais non, je te Et bah tant pis, complètement c'était d'accord. intéressant, c'est une super idée. Et bah on va trouver un moyen quand même qu'ils sortent de cette grotte, on va trouver. Mais Non, mais parfois faut c'est pas facile. Mais Je c'est au sais que maître de moi jeu de j'ai vu des parties où il y avait des maîtres de jeu donc que je petite dédicace ma maître de jeu actuelle que j'adore où la partie faisait que le moment de la quête faisait que c'était très très enquête et il n'y avait pas de scène de baston ou autre et donc il y avait des personnages qui étaient plus en mode garde du corps, sniper, baston, etc., qui pouvaient pas vraiment interagir autant qu'ils le voulaient. Ça dépend des parties. Il y a des fois où ça se fait pas et il faut prendre son mal en patience et pas être trop frustré parce qu'on va se rattraper la partie d'après en fait. Asina, très rapidement. Donc, pour enfin répondre à la question, qu'est-ce que je peux trouver désagréable dans Donjons et Dragons à l'heure actuelle dans les jeux de rôle? La mort d'un personnage, la mort de mon personnage, notamment quand on choisit d'être roleplay et que en tant que joueur tu sais que ton personnage va y passer, mais que ton personnage lui va continuer à rester là comme un gros abruti encore et encore. Mais bon, ça c'est parfois il y a cette dissonance là entre justement ce que tu sais en tant que joueur, en tant que méta et ton personnage. Et parfois autant c'est une immense source de plaisir, autant c'est là aussi parfois la source d'un grand déplaisir quand on a mal pensé à ce que ça impliquait de jouer tel personnage dans telle situation. Très rapidement. Après, très rapidement, l'avantage de Donjons et Dragons, c'est qu'il y a 1000 façons d'être ressuscité, réincarné, etc., et relevé. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, effectivement, la mort du personnage, c'est toujours un petit pincement au cœur, même si c'est un peu diminué. Surtout quand t'as joué le perso pendant des années oui, d'affilée, en fait. Je confirme. Un petit pincement au cœur. Oui. Séquence anecdote, quel est votre meilleur souvenir de jeu, Jérôme? Alors moi, je venais de rejoindre une partie un peu qui durait depuis longtemps, donc je suis entré avec un perso de guerrier un peu basique, mais déjà à un niveau relativement élevé. On a affronté un tyranneuil dans un espèce de fosse énorme, et il y a la moitié de l'équipe qui est tombée d'un pont, et donc j'ai sauté, je suis atterri sur le tyranneuil qui flottait en plein milieu, et je l'ai dégommé. Et c'était mon quart d'heure de gloire épique, et c'était, enfin voilà. Et en plus tu venais d'arriver dans la partie. Ouais, enfin j'étais arrivé avec ce personnage là était arrivé dans la partie depuis pas longtemps, et c'était vraiment le côté où je rongeais mon frein, j'arrivais pas à vraiment m'intégrer forcément dans l'équipe de personnages, et là c'est le quart d'heure de gloire quoi, justement, et voilà, c'était un bon moment. JB. Alors quand j'étais au lycée, j'avais fait une campagne classique, j'avais joué un barbare. On avait fini la campagne, et donc on en commence une autre. Et là, je dis à mon MJ, est-ce que je peux reprendre mon personnage? Il me fait, oui, mais ton personnage, il est très fort, et tout. Oui, mais maintenant, il est vieux. Parce que j'étais en train de lire Pratchett, et je venais de découvrir Cohen, le barbare. Et du coup, j'ai joué un barbare de 80 ans. Et j'étais en fauteuil roulant. Et du coup, il y a quelqu'un qui me poussait. Mais j'avais des haches sous mon plaid. Et on a énormément rigolé dans cette partie. Et c'est un personnage où je l'ai pas joué très longtemps, mais une fois qu'il est âgé, il m'a vraiment beaucoup fait. Dont une fois, on a dévalé une montagne, et où en fait j'étais poussé, parce que j'étais en chaise roulante, donc c'est pas facile de descendre une montagne en chaise roulante. J'étais avec mes deux haches. Greg. C'est compliqué, parce que des anecdotes, j'en ai quand même beaucoup. Un ou deux, hein. Alors, une, c'était quand avec le groupe, on a été métamorphosé en animaux. Avec des stats à la D&D, attention, hein. C'était quoi, toi? Et bah, je me suis rendu compte qu'un blaireau, c'est vachement costaud à Donge. Surtout avec ses petites griffes et sa morsure. Et que mon pote le lapin, lui, pouvait bien sauter pour choper des trucs en hauteur. Bon, celui qui avait tiré par contre la grenouille, il était triste parce que c'était dans le désert. Mais bon. c'est véridique, attention, hein, c'est véridique, vraiment. Et bah, mine de rien, ça nous a poussé déjà à réfléchir. Et désolé. C'est pas grave. C'est mon téléphone. Voilà. Donc c'était... Quand tu m'as dit ça m'a poussé à réfléchir, et là je crois que tu réfléchissais, donc voilà. Non, c'était vachement intéressant, mine de rien, parce que ça nous a sorti justement de notre zone de confort de force. Voilà. Il y en a d'autres. J'ai un paladin, j'ai beaucoup joué les paladins. Voilà, très fort, 9e niveau, qui meurt parce qu'il y a une grenouille empoisonnée qui l'a... Est-ce que c'était le même personnage que... Non, je ne te dirai pas le nom emblématique de mon personnage. Mon paladin qui a 20 ans. C'était pas ton pote qui était devenu une grenouille qui se mangeait... Non. Et voilà, donc j'ai raté mon jet de protection, je suis mort. Voilà, parce que j'imaginais assez peu ton pote reprendre son personnage de grenouille juste pour... Non, justement, on a trouvé notre sortilège, etc. On s'est aperçu que notre personne ne pouvait parler pour lancer le sortilège. Donc c'était dramatique. Asina.
Moment le plus mémorable. Moi aussi, je commence à en avoir pas mal, mine de rien. Un peu compliqué. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le moment où on a joué une partie spéciale méchant, alors tous d'alignement evil, justement. Un moment vraiment très très marquant, c'est quand j'ai assassiné une femme tenant son bébé dans un truc. Ça marque, mais c'était complètement roleplay. Deuxième moment très marquant, là c'était avec mon paladin où j'achève le démon Gorgon sur un vin naturel. Pour ceux qui ne savent pas, un vin naturel, c'est quand sur un dé à 20 faces, on atterrit sur le vin et ça fait un coup critique. Et c'est comme ça que, alors il y avait plusieurs personnages qui m'ont aidé dans cette tâche, hein, j'aurais jamais pu le faire tout seul, mais là je vais comme ça, c'était vraiment un immense moment de gloire. Enfin, pour ceux qui savent pas, Démogorgon, c'est un des princes démons majeurs, donc de l'univers de D&D. Oui. Maintenant les gens savent depuis Stranger Things, c'est exactement. Betty, ton moment? Moi, il y en a eu un paquet, parce que faut dire ce qui est, quand je tire au dé, j'ai vachement la poisse. Et donc, ça donne des situations très très comiques, pas super easy pour mes persos, évidemment. Il y en a une dont je me rappelle, où j'avais tiré un 1. Donc échec critique, gros fail. On le définira comme ça. Ou bon, enquête, on devait aller sauver un type qui s'était fait kidnapper par le grand méchant. Du coup, c'était à Ravenloft, le baron de je sais pas trop quoi, machin. Et puis finalement, on arrive à les filer. On est en pleine forêt. On essaye de me souffler le nom, mais je me rappelle pas. J'arrive pas à comprendre. On est en pleine forêt. Je joue un elfe rôdeur, donc plutôt à l'aise dans mon environnement, hein. Et avec Louis très très fine, et j'arrive à entendre des informations complètement capitales pour la suite de la partie. Et il faut juste que j'aille donner les infos en fait à mes compagnons, et le problème c'est que le MJ en fait parlait pas assez fort, et comme je suis moi joueuse à moitié j'ai des problèmes auditifs, faut croire, j'ai dit à haute voix pardon, tu peux parler plus fort, qu'est-ce que t'as dit? Et il me l'a fait jouer. Et il me l'a fait jouer, et du coup la visualisation de la scène était assez comique. On voyait l'elfe qui hurlait dans les fourrés. Pardon, t'as dit quoi? Tu peux répéter? Et donc voilà, je me suis fait kidnapper, et mon PJ a souffert 1000 tourments, beaucoup de torture. Voilà. Donc c'était assez comique. Voilà, c'était une anecdote parmi tant d'autres. Là, on est proche de la fin, donc je mélange un petit peu mes questions de fin, mais en gros, quelle place ça a le JDR et Donge aujourd'hui dans votre vie? Alors toi, Greg, je sais que c'est une bonne partie de la tienne. Donc, je confirme. Entre tout ce que j'écris, déjà les campagnes, où en général je me fais un petit synopsis de 100 pages. Voilà, là j'ai une campagne qui dure depuis 2005. Donc oui, ça, des extensions que tu maîtrises là, que je maîtrise, oui. Ah oui, d'ailleurs, je voudrais faire un appel. Si les joueurs des fois pouvaient se relayer pour maîtriser un peu, parce que des fois il y en a marre, hein. Tu te verrais bien jouer une petite grenouille de temps en temps. Ouais, une petite grenouille un peu vicieuse, mais bon. Ouais, non, c'est tout ce qu'on se documente, parce qu'en tant que maître de jeu, on en discutait aussi. Quand on doit gérer une partie, suivant le contexte, je parlais par exemple des Mayas, du désert, ou des choses comme ça, on se documente sur les us et coutumes, sur la faune, la flore, sur les règles de vie un peu, et voilà, parce qu'imaginez un paladin justement en armure complète par 60 degrés, c'est tristesse un peu. Donc voilà. Et bon, si on veut un contexte, je sais pas, Moyen-Orient, enfin les mille et une nuits, ça va changer d'un contexte de la Chine impériale, par exemple, voilà. Mais c'est tout. Mais oui, ça prend une place gigantesque. Et en termes physiques aussi, hein. Nombre de bouquins et tout. Moi, vu que je suis plus que joueur maintenant, c'est juste l'occasion en fait de voir mes potes et de passer un bon moment. Donc quand tu fais pas un podcast le samedi, tu fais une partie JDR. Exactement. Donc c'est demain j'en ai une, on se retrouve à 13h, on mange et puis après on joue l'après-midi et puis voilà. Jérôme? Pareil. J'aime bien l'univers, j'aime bien tout ça. Mais aujourd'hui c'est vraiment une occasion de rencontrer, de voir des amis, de passer un bon moment ensemble. C'est ce qui est déjà beau. Betty? Moi je joue beaucoup moins maintenant qu'avant, parce que voilà, on a un métier le métier me prend pas mal de temps.
J'ai pas beaucoup de temps libre et du coup c'est vrai que les uns et les autres ont leur vie aussi. Il y en a qui ont des familles, etc. On n'est plus aussi dispo qu'on l'était quand on était étudiant. Donc le fait de se retrouver, ne serait-ce que un week-end par mois, c'est devenu la croix à la bannière. Ouais. C'est compliqué et le fait est que c'est moi qui suis le moins dispo du groupe, donc source de culpabilisation extrême. Donc j'essaye de faire ce que je peux, mais c'est vrai que ça devient compliqué. Et parfois, j'aimerais bien me reposer chez moi. Mais bon, je me dis, allez, ça va être cool, on y va. Et je retrouve effectivement, comme vous venez de le dire, mes potes, en fait. Et ça fait plaisir de faire une petite partie autour d'une table. Ah, c'est bien. Concrètement, ça doit me prendre 2 ou 3 jours par semaine. Chaque semaine? Oui. Ah oui, quand même. Je vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. Et bon, il faut dire que j'ai un métier qui me permet de faire ça aussi. Hein, je précise, j'ai quand même, dans la mesure où je bosse depuis chez moi, je peux organiser mon temps libre, enfin mon temps de travail un peu comme je veux. Ouais, c'est pas 2-3 jours pleins. Non, c'est pas 2-3 jours pleins. Non plus, n'exagérons pas. Après, juste en tant que maître du jeu, je veux dire, le réflexe de documentation et ce genre de choses, moi, ça vient vraiment aussi avec le côté métier, création d'univers, création de personnages, maîtrise de psychologie, etc. Ça, c'est ce que je dois faire au quotidien. Du coup, quelque part, je ne sors jamais vraiment du jeu de rôle, parce que quand j'écris, je me mets à la place de tous les personnages, et à chaque fois, j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce qu'ils font dans cette situation? Là où je peux tricher en tant que scénariste, c'est que je me dis, ok, moi j'ai envie qu'ils arrivent là, donc comment je fais pour, tout en restant logique, qu'ils arrivent à ce moment-là? C'est pas du tout le cas dans le jeu de rôle. Mais il y a des récits qui sont construits comme ça, hein. Je pense à Game of Thrones, je pense à The Wire, je pense où effectivement, là, on est vraiment dans des trucs très, très diffus. Vas-y, Greg. Bon, juste un petit truc qui a été évoqué, c'est vraiment les 2 grandes écoles de jeu de rôle où, comme tu l'as dit, c'est aussi une excuse, un prétexte pour passer un bon moment, dire des conneries, etc. Et aussi l'autre école où on est en jeu, on rentre dans le jeu, tout ce qui est dit est en jeu. Et ça, c'est 2 grandes ambiances. Pas de pause pipi. Voilà, et c'est ça. Et mine de rien, quand on voit, moi je favorise surtout l'expérience, on dit des conneries. Quand on regarde des choses comme Camelot, pour moi, c'est nos parties de Donjons et Dragons depuis 30 ans, quoi. C'est ça. C'est ce mélange des réflexes et des références qu'on a tous, que ce soit les comics, les tontons flingueurs, tout ce que tu veux, les bandes dessinées, les séries, qui en fait vont par capillarité retomber dans l'univers. Et c'est ce qui est, je pense, le plus savoureux. C'est ce contraste. Et ça, c'est exceptionnel. Il y a une question alors le gong est tombé, mais je vais poser 1 ou 2 questions rapides et j'attends de vous des réponses rapides. Quelle version de JDR vous jouez, vous préférez, est-ce que vous consommez des produits dérivés, des bouquins, des trucs comme ça, de donjons, vos mondes préférés, JB? Alors moi en ce moment je joue beaucoup à Donjons et Dragons 5 parce que je trouve que c'est une édition qui est abordable et on n'a pas besoin de s'imprégner énormément des règles pour pouvoir. Elles sont très fluides et en fait elles accompagnent vraiment le récit. Et j'ai pas trop le temps de m'imprégner dans les univers de Donjons et Dragons parce que les univers de Warhammer me prennent déjà beaucoup de temps. Et t'as un univers que tu préfères parmi ceux que tu as joué? Non, pas spécialement, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les gens et les histoires plus que les contextes géopolitiques. D'accord. Jérôme? Moi j'ai joué que à la 5e édition et principalement sur la Côte des Épées classique. Donc Forgotten Realms. Ouais. Ah, c'est là. Transition tout trouvée parce que tu joues pas mal avec Jérôme, donc. Oui, tout à fait. Donc là, à l'heure actuelle, je joue surtout dans les Royaumes oubliés. Plutôt la 5e édition aussi, ouais. J'ai joué à la 3.5 mais à l'heure actuelle, c'est vrai que je pense préférer la 5e à l'heure actuelle. Et sinon, en termes de produits dérivés, ce que je consomme énormément, le webcomics The Order of the Stick, qui est donc un webcomic sur l'univers Donjons et Dragons 3.5 et qui a commencé comme une vaste blague et qui maintenant me donne des extraordinaires leçons et des extraordinaires émotions en tant que spectateur, lecteur, joueur, etc. Je vous recommande. Vous pouvez peut-être skipper les 100 premiers chapitres et juste lire les trucs, mais après vraiment c'est assez extraordinaire. Je vous recommande. Betty. Du coup, tu demandes, parce que j'ai pas très bien compris la question, c'est de savoir quelle version de Donjons et Dragons tu as consommé ou que tu préfères. J'en ai pas vraiment, mais je dirais peut-être
Oui, le dérivé de Ravenloft en fait, parce que j'ai joué au moins 5 ans une partie avec le même personnage d'ailleurs, et c'était une de mes premières parties que j'ai faites, et autant le MJ que le groupe que mon perso, tout ça, ouais, gros côté nostalgie. Et puis j'adorais l'univers en fait, parce que ça mixait le côté un peu médiéval fantastique avec les classes et les races de Donjons et Dragons, avec un univers beaucoup plus sombre, donc où il y a des vampires, des ghouls, etc. Et donc j'avais l'impression de faire une partie de donjon et une partie de vampire, tout mélangé, et c'était bien chouette. Voilà. Et puis pour les produits dérivés, honnêtement, j'en ai pas du tout, à part ma petite lubie avec mes collections de dés. Qui n'en a pas ici. Il y en a qui vont. Si. Arnold demandait mais je sais pas si tu peux considérer ça comme un produit. Si. Ah d'accord, ouais, effectivement. Bah, merci Arnold, j'ai pas du tout pensé. Mais Arnold qui a interpellé Betty pour lui dire si elle lisait pas les romans Dragonlance de Wes Aickman. Mais effectivement, je les ai lus et je les ai adorés, notamment les 6 premiers tomes. Et mon personnage préféré d'ailleurs, c'était le frère maléfique, le frère jumeau maléfique. Wrestling, ouais. Hyper intéressant. Enfin, parce que j'aime pas moi les persos manichéens, c'est chiant. Et pour le coup, celui-là, il était bien barré, quoi. Greg, en résumé, parce que toi, si je te pose la question, tu vas détailler année par année, non, édition par édition. Dernièrement, mon édition préférée, c'est Pathfinder, qui est en fait une version bien calculée de Donjons Dragons 3.5. Donc c'est sorti en 2009. Donc, voilà. Et sinon l'univers, j'hésite toujours entre les Royaumes Oubliés et Greyhawk. Parce qu'après, il y a aussi Planescape qui est à la base une extension sur les plans, donc où on trouve les plans positifs, négatifs, les plans des dieux, etc., mais qui est devenu un vrai cadre d'enquête dans une ville qui est commune à tous les plans, c'est le civil, et où on peut tout rencontrer, des démons, comme des anges, comme des morts-vivants. Et c'est compliqué parce que oui, Ravenloft c'est fantastique aussi, mais bon, on va rester, j'aimerais ça, à Royaume Oublié ou Greyhawk. Vous avez le temps de suivre l'actu autrement que pour les romans, les figurines, les jeux vidéo, les livres de règles qui sortent, les extensions, les nouvelles campagnes. Et il y a une campagne en Kickstarter où on joue justement des animaux anthropomorphes. Ouais. Les autres moyens, non, quand... Pas du tout. Pas trop. Ok, bon, petite interlude obligatoire, vous avez vu les films? Qui a vu les films? Oui. Non. Jérôme et Betty, non? Si? Betty aussi? Je crois. Vous avez de la chance, vous les avez pas vus. Mais si c'est celui auquel je pense, très non, mauvais. il y en a 2. Ah. Et un troisième en fait. Non, le troisième, on peut le dire. Non, on peut. Déjà que officiellement, il y en a 3. Parce que... Il y a même mieux, il y a quand même la meilleure partie, c'est dans d'ici Legends of Tomorrow, où il y a Constantine qui fait justement une partie de Donjons et Dragons dans la 3e saison avec les légendes. Ouais, mais c'est pas un truc... Et c'est le meilleur film Donjons et Dragons pour moi. Ouais, non, le film, si tu regardes la bande-annonce, le malaise commence seconde 1. Confiant. Avec la... garde ça pour tout à l'heure. Non, moi je pensais à la 3D qui était déjà datée à l'époque, quoi. Et si on regarde la bande-annonce, ce qui est super épatant, c'est qu'ils ont fait en niveau bande-son un rip-off et d'Indiana Jones et de Carmina Burana. Donc tu te dis, ok, déjà à l'époque ils disaient bon, on fait simple, hein. Qu'est-ce qu'on... Oui, Barry ? Pour l'anecdote, j'ai assisté à l'avant-première du film, donc à Paris. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle ? Alors il y avait beaucoup de gens. Ils sont restés jusqu'au bout. C'était une catastrophe. En fait, tout le monde s'en foutait à partir de une demi-heure à peu près du film. Les gens, en fait, discutaient entre eux. Il y en a qui étaient sortis chercher à bouffer sur le buffet, qui était génial d'ailleurs, avec l'alcool à volonté. C'était bon, parfait. Et voilà. Et nous, à un moment, on a quand même fait du catch au fond de la salle avec un pote, du coup, enfin, un collègue, d'ailleurs, qui plus tard a repris Love Cube beaucoup plus tard. Mais tout le monde s'en foutait tellement c'était grotesque. Sinon, j'ai appris qu'il y a eu un deuxième film qui était sorti en salle en France et pas du tout aux États-Unis. La bande-annonce laisse entrevoir un budget moins important que pour des pornos de la même époque. Et le troisième, bon, je sais même pas de quoi ça parle. Pour votre information, il y a un nouveau film qui est prévu en 2021, apparemment avec Ansel Elgort, le mec qui a joué dans Baby Driver, dans le rôle titre, à moins qu'il se décide à lire le scénario et qu'il fuit entre-temps. Mais alors, je pense qu'il va rester parce que c'est un gros geek. Ah ouais. Bah, il fait des Warhammer, donc à partir du moment où tu peins des figurines, on te propose un film Donjons Dragons, tu restes. Non, d'accord, dans ces cas-là. C'est pas faux. J'espérais qu'ils vont demander à Vin Diesel aussi, du coup, à ce compte-là. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que le producteur, il a déclaré dans une de ses dernières déclarations, et il a dit que ça se passerait dans les Royaumes Oubliés.
Il a aussi dit nous allons faire le meilleur film Donjons et Dragons jamais fait, ce qui met la barre assez bas. Au moins, il Par l'assume. contre, ce qui est assez flippant, c'est que Jeremy Irons, il est producteur exécutif du film. Sans déconner. Comme sur le premier, dans lequel il jouait oui, aussi, sur donc le il est premier, vraiment ouais. attaché au truc. Oh mon dieu. Il devait apparaître dans le deuxième. Mais c'est lui qui s'est retiré. Ouais, bah c'est son acolyte qui est dans le 2 là. Profions une fois, mais pas deux. Bon, bah vous avez déjà la réponse à ma première question du quiz, c'est pas grave, je vais la faire sauter. Donc on passe au quiz. Vous n'allez pas déjà nous quitter? Il est l'heure de jouer! J'avais 2-3 questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Ça va être super marrant! On va faire 2 équipes rapidement. Bah tiens, Arnold, tu vas prendre ma place. Hop là. Oui, non mais tu vas faire chez Greg comme ça. Mais oui, mais moi on m'avait pas dit qu'il y avait un quiz, sinon j'aurais révisé. C'est quoi cette Ça va histoire de être Greg quiz versus The World. Mais non, oui, moi, j'ai j'étais pas là. révisé, j'ai rien L'équipe est révisé. maintenant. Il y a des petits quiz. Alors, de toute façon, là, je pense. C'est un scandale. Je Moi, pense je savoir laisse qui va Arnold gagner. répondre à ma place. Donc, on a l'équipe à gauche composée d'Assina, de Betty, de Jérôme. À droite, on a JB, Greg et Arnold qui va faire un coucou au micro. Coucou. Je vous rafraîchis rapidement la mémoire. J'ai 5 questions sous le coude et pas 6 puisqu'on vient de dévoiler la première. Vous criez votre nom pour vous octroyer le droit de répondre. Si vous avez répondu directement, sans que je vous ai donné le droit, le point va à l'équipe d'en face. Pigé ? Et merde. Il vaut mieux pour vous que vous attendiez la fin de mes questions puisque bien souvent je vous donne des propositions, ce qui peut vous orienter votre réponse. J'aime tes propositions. Mais si après que je vous ai donné la parole, vous donnez la bonne réponse directement, bah le point compte quand même. Je ne suis pas un monstre. Enfin, les membres de l'équipe gagnante de cette partie auront une manche en poche qu'ils pourront faire valoir dans d'autres podcasts en gagnant d'autres manches et je ferai le décompte à la fin de l'année. Est-ce que vous êtes prêts? Donc Oui. à gauche l'équipe donjon, à droite l'équipe dragon, on va pas se faire chier. Bon, la première question c'était comment se nomme le personnage de Jeremy Irons dans le film, et vous l'avez dit c'était Profion, mais 2 autres propositions dont j'étais très fier c'est Estracon et Abrutis. Vous serez ravis d'apprendre qu'il est classé 39e plus mauvais film de tous les temps par Empire. Bon, les vraies questions commencent maintenant. L'un de ces 4 comédiens n'est pas fan de Donjons et Dragons. Lequel? Vin Diesel, je vais commencer par le plus simple. Edward Norton, Robin Williams, Joe Manganiello. Jean-Baptiste. Vas-y. Je dirais Edward Norton. Bien vu. Pareil. J'étais à 2 doigts. Robin Williams a dit plusieurs fois qu'il était fan. Vin Diesel l'a montré un nombre incalculable de fois. Et le pire, c'est Joe Manganiello, donc un acteur de Magic Mike, qui a juste skinné complètement sa cave en donjon de Donjons et Dragons pour jouer avec ses potes. Ah oui, d'accord. Troisième, mais officiellement deuxième question. Donc un point pour la team Dragon. En quelle année Gigax a-t-il quitté sa boîte TSR? Greg, alors. Ah, pas de proposition, donc t'as intérêt à avoir la bonne, sinon tu donnes un point en Vas-y, face. Je demande une précision en fait, mais vas-y. Ah non, mais trop tard. Hein. C'est quoi? Alors, quitter dans quel, c'est-à-dire le moment où on l'a poussé ou le moment où il a arrêté de produire des choses? On va dire le moment où on l'a poussé, en espérant que j'ai la bonne réponse. Parce qu'en fait, ça a été assez insidieux. Déjà. Bah, je vais te dire que tu as tout intérêt à me donner la réponse de la fiche Wikipédia anglaise et comme ça, vas-y, donne un chiffre maintenant. Alors, a priori, moi, selon ce que je connaissais, il a arrêté tout contact avec Donjons et Dragons, TSR, Wizards of the Coast en 97. C'est-à-dire que c'est la fin des fins. Ah, moi, la page Wikipédia dit Mais 85. Donc c'est bien, tu donnes Laquelle tu dis 85. Ah bah du coup, je te laisse voir avec Wikipédia. Mais 12 ans d'écart, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui. Ah, non, mais 85, il était déjà dedans. Non, mais il a repris contact une fois que Wizards of the Coast a racheté ou des trucs comme ça. C'est Wizards of the Coast qui, par respect envers Gigax, là, lui a redonné de l'argent, ainsi qu'à son fils et à sa famille, parce qu'il avait été maltraité, selon eux, par les gars qui avaient repris donc Donjons et Dragons entre. D'accord, mais tant pis. On va dire que il y a un point en Non, face, et comme ça fera un malus. Pas de souci. C'est peut-être Wizard of the Coast qui a fait la page Wikipédia, du coup. C'est pas grave. Non, ça c'est ce que je vais vous dire. Alors là, il y aura des propositions. Donc, 2 de ces jeux vidéo sont donc adaptés de Donjons et Dragons, et 2 de ces 5 jeux n'existent pas. Vous allez devoir me lister lesquels. Je vais vous donner un
puis le nom, 2, puis le nom, comme ça, vous ne serez pas obligé de répéter. J'ai le pas nom. compris. J'ai rien compris. Il y a eu plein d'adaptations de Donjons et Dragons et des univers de Donjons et Dragons en jeu vidéo, d'accord? Ok. Je vais vous citer une liste de 5 titres. Il y en a D'accord. 2 qui n'existent pas. D'accord. Il faut trouver lesquels. Ok. Vous me dites D'accord. le numéro 1, le numéro 4, etc. Numéro 1, Dark Sun, Shattered Lands. Numéro 2, Ravenloft, Fire Prophet. Numéro 3, Shadow of Mystara. Numéro 4, Forgotten Realms, Demon's Stone. Numéro 4, Blackmoor, Eternal War. Numéro 5, Black Moon, Eternal War. Blackmoor. Tu peux répéter? Greg. Asina, bon, je vais dire 3 et 5. Tu vas dire 3 et 5, à savoir. Oula. T'avais quelque chose avec Légende de Mystra, quelque chose comme ça, Mystara, t'as dit. Ouais, et 5, Blackmoor, Eternal War, d'accord. Ouais. Greg a dit qu'il avait une proposition aussi, donc vas-y, je vais comparer à la fin. Ah non, moi je voulais juste que tu me répètes les titres parce que Dark Sun. Blackmoor, je dis non, ça n'existe pas. Et Donc si vous êtes d'accord. Tu t'as dit donc Dark Sun. Dark Sun en 1, Ravenloft, Fire Prophet en 2, Shadow of Mystara qu'a dit Asina en 3, Forgotten Realms, Demon's Stone en 4 et Blackmoor que tu as discardé aussi en 5. Moi je discarde, ouais, et je discarde Dark Sun. Eh ben non. En fait, Ouais. vous aviez tous les deux un bon et l'autre pas. Donc, les deux mauvais, c'était Ravenloft Fire Prophet, parce que le vrai titre, c'est Stone Prophet. Et Blackmoor Eternal War, je l'ai inventé, mais voilà. Du coup, là, bon. Un peu sadique, ce C'est MJ. vicieux, Oui, hein. oui, mais je me suis dit qu'avec des gens comme Digne Greg. d'un MJ, Oui, mais ça. Hein. les jeux vidéo, j'y joue, mais je suis moins pointu. Là, c'est bien parce qu'il reste 2 questions. On peut relancer la machine. Celle-là, elle est potentiellement très facile. Quel éditeur français s'est chargé de publier la V4 de Donjons et Dragons? J'ai Merde. 3 propositions. En français. JB, Vas-y. je dirais Black Book. Eh ben non. Black Book, c'est la Greg, version 5. Oui, Asmodée. trop tard. Merde. Non, ça n'était pas Asmodée non plus. C'était Play Factory. Bon, déjà c'est la 4ème et en plus c'est en français. donc- J'étais pas sûr, mais il me semble bien que c'était Play Factory. La team Donjon a un point d'avance, mais la question bonus arrive et vous avez le droit de vous consulter entre vous, chers messieurs. Dans la première édition de 74, seules 3 classes de personnages sont disponibles. Je vais vous demander évidemment de les citer, mais comme c'est assez facile, je vais vous demander de m'indiquer les 4 autres qui ont suivi après. Donc consultez-vous entre vous et vous allez me dire combien vous êtes capable d'en citer. J'y baisse de solidarisme. Je compte les extensions, hein, donc il y a eu 3 de base, puis après dans la même édition il y a eu 4 autres. Ah, je crois qu'on devait citer d'abord les 3 premières, puis après les autres. Ouais, Oui. bah les 3 premières sont tellement les plus simples que. Oui. Bah déjà, bon. Ah bah attends. Combien Non, vous je t'en pouvez en prie, vas-y. citer? Combien vous pouvez en citer selon vous? C'est pas combien, ça? Plein. Sur les 7 premières là. Sur les 7. Sachant que les 3 premières sont évidentes quasiment. Bon, guerrier, magicien, prêtre. Ah! Quoi Tu dis combien tu pouvais en citer? Donne-moi le chiffre. Bon, bah. Ouais. Mais Alors La Team Dragon va partir sur 6. on est capable d'en citer 8 sur 7, mais On je sait sens. pas compter. Bah, on va dire 7. Hein. Ouais, je vais transformer la règle. On va se renvoyer la balle. Vous allez dire le premier, puis vous allez répondre en face les Team Dragon, et le premier qui échoue perd. Vas-y, les donjons. Guerrier. Bah, là, non. Guerrier, effectivement. Fighting Man. En face. Bah, on en dit un autre ou... Ouais, on va. Bah, je magicien. change les règles dernièrement. Voilà. Magicien, effectivement. Magic User. Archer. Non, j'ai pas. Voleur. Voleur, Tiff faisait Oui. partie des 4 suivants. La 3e de base, c'était Cléric, donc le prêtre. Tu vois, Dès le début. j'avais Je raison. crois que c'est dans Ah. l'extension avec le ranger. Pareillement, je suis d'accord avec Non, Greg. donc hein. les 3 originaux, guerrier, magicien, prêtre, ont suivi voleur, paladin, druide, moine. En théorie, le ranger est dans Déjà l'extension. J'ai pas parlé de Tu parles bien ranger, de moi. D&D, hein. Je parle bien de D&D. Ouais, ouais. Il y a Rodeur, hein. T'as dit rôdeur. Ouais, Et ouais. rôdeur, c'est ranger. Hein. Le C'est ranger, c'est le ranger, ranger. J'ai dit guerrier, magicien, prêtre, voleur, paladin, druide, moine. Alors, Ok, je t'ai mal entendu, pardon. Il y a en Rodeur théorie, aussi. dans la toute première extension de D&D, donc qui est un petit compendium, c'est là où ils introduisent le ranger. Bon, vous me Ouais. faites chier, je donne des points à tout le monde, et puis voilà. Non, je suis Et- d'accord. Et hein. pour le coup, et autre chose aussi, quelque chose de déterminant. Non, c'est bon, il y a des points pour tout le monde, Greg. Non, non, C'est ce que je disais tout à une l'heure. classe Tout le monde de- gagne. De PNJ qui est devenu PJ dans la foulée, qui était l'assassin. Et voilà, tu m'as Et fait en fait, niquer le mes moine est notes, je arrivé sais pas où beaucoup j'en plus suis. tard.
Bon, pour conclure, je vais pas vous demander si ça se joue encore bien Donjons et Dragons. La réponse est oui, si vous êtes autant à en parler avec autant de passion. À la place, je vais vous demander comment vous avez changé en tant que joueur, celui que vous étiez à l'époque, celui que vous êtes aujourd'hui. Ouh là là. Betty, tu as commencé à nous en parler tout à l'heure. T'es maintenant... Ouais, j'étais super chiante. Maintenant, je suis juste un peu chiante. Mais je suis toujours chiante. Les gens sont non, honnêtes, j'arrive plus à me canaliser et à jouer des personnages qui sont un peu plus vicieux. C'est mieux ça? Oui. Mais t'as dit que t'avais changé. Un peu plus. J'ai dit. JB. Alors là, moi, je joue un moine. C'est la première fois que je joue moine, donc je découvre. Courageux. Et j'ai une idée pour la prochaine fois. C'est que peu importe si c'est encore de l'Heroic Fantasy, je jouerai un paladin, mais qui veut introduire la démocratie. Enfin, le final de Game of Thrones, t'aurais pas un minimum influencé? Tiens, oui. Pas de spoil. Jérôme. La question c'est quel personnage tu étais et lequel tu es aujourd'hui. Quel type de joueur ou personnage? Quel type de joueur? J'en ai déjà un peu parlé, mais je pense que j'essaie de développer le côté RP et de moins être sur la partie juste moins jouer à un jeu, mais plus jouer à un personnage. Joliment dit. Asina. Pré-ado, j'étais assez directif, on va dire. T'as une grosse tendance au clash avec les autres personnes autour de la table. Là maintenant, je suis beaucoup plus coulant là-dessus. Il m'arrive de ronger mon frein, mais voilà, je laisse vraiment le collectif se diriger assez naturellement. Un peu pareil, je suis passé de un peu psychorigide plus souple, plus à l'écoute. Oui, si, non, mais en tant que joueur, on parle. Voilà, je plissais des yeux, c'est pour ça. Mais oui, c'est ça. J'ai peut-être mûri un peu comme ça. Bon, allez, on va boucler. Merci à tous. C'était plus décousu que d'habitude, mais intéressant. C'était cool. On termine par la traditionnelle séquence d'auto-promo si vous voulez. Asina, t'avais pas un projet à lancer, toi? Oui, tu as utilisé l'imparfait, justement. Je pense que c'est parfaitement adapté. D'accord. Donc, on te retrouve au pain quotidien de Châtelet pour te voir bosser. Exactement. Tu joues de la musique à Châtelet? Non, c'est là où j'écris, en fait. Betty? Non, moi rien. On te retrouve au barreau. Tu m'as parlé d'un casse sur un long week-end, je sais pas quoi. Hein? Tu m'as pas parlé d'un casse sur un long week-end Merci. Oui, mais ça, j'ai... D'accord. Ouais, Elle n'en parlera pas au micro. Voilà. Jérôme? Non. Bon, JB, sauf moi, toi, t'as plein de trucs à dire. Du coup, je prends l'instant promo pour tout le monde. Non, mais la semaine prochaine, on enregistre avec mon comparse Thibaut un nouvel épisode d'Outrider qui va s'intéresser, actualité oblige, à Benioff et Weiss, donc qui étaient les deux showrunners de Game of Thrones, qui sont les responsables des prochains films Star Wars. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait sur Game of Thrones et qu'est-ce qu'ils vont potentiellement faire sur Star Wars. T'as pas l'air fan, Chacun son avis, pas de spoiler. Voilà. Pas de spoiler. Bon, ça c'est bientôt dans les internets. On salue Phobos et Thibaut. Greg? Je n'ai aucun projet, ma vie est austère et morne. Et voilà. Et je pleure. Fais du jeu de rôle. Quant à nous les auditeurs, on va se revoir dans quelques semaines, je dirais même un bon mois. Reste à voir si c'est avant ou après mon déménagement, car oui, c'était l'un des derniers shows enregistrés dans cet auguste appartement du 19e arrondissement. Le sujet sera la télé des inconnus, histoire de faire autre chose que du dessin animé ou de la série télé. En attendant, vous pouvez aller écouter le double numéro de Hommage collatéral qu'on a fait avec JB sur Pratchett, dont on a esquissé tout à l'heure. Vous pouvez aussi tendre une oreille sur un nouveau projet que je teasais en début d'année, ça s'appelle Élément déclencheur, et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas mon bébé, mais celui de Mathieu qui était venu parler de X-Files il y a un peu plus d'un an, ici même à ce micro. Il anime le podcast Happy Hour chez CloneWeb. Élément déclencheur, c'est des courts portraits audio de créatifs de tous bords. Il y aura des interviews de scénaristes de séries télé, de dessinateurs de BD, des musiciens, des réalisateurs, et le premier numéro qui vient de sortir est consacré à l'autrice Mélanie Fazi. Je suis très content, donc je vous invite à écouter ça si vous avez une demi-heure devant vous. Il est question de narration, de comment on donne corps à une histoire, à une œuvre, et de comment on gère son désir de création. C'est le genre de petites choses que les artistes ne nous disent pas quand ils sont en promo.
Bref, on essaie de savoir ce qu'ils ont dans le ventre et voilà. Donc vous cherchez l'élément déclencheur sur votre appli de podcast, vous me dites ce que vous en pensez sous forme de commentaires et de petites étoiles et vous faites pareil avec cette émission, Hommage collatéral, Outrider, comme a cité JB. Et c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter en musique et je vais me tourner vers vous pour me demander est-ce que vous avez pas une idée de petits gimmicks sonores. Le donjon de Nalbuck dit une voix dans le public, mais je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'aurais dit Amon Amarth ou Carnivore. C'est quoi ça? Ce sont deux groupes parfaits, monsieur. Mais il y a un rapport avec Donjons et Dragons? Amon Amarth, oui. Ah oui. Pas d'autres idées? Bon. Moi, je vais rester sur Nalbuck, en toute honnêteté. Ouais. En plus, c'est un peu casse-couille, les mecs de Nalbuck. Bon, je vais faire ma popote dans mon coin et comparer les deux. Et si j'ai pas les oreilles qui saignent, ce sera peut-être le truc. Une playlist, si tu veux. Oh, non, un ou deux morceaux, ça suffira. Aucun problème. Ça peut être sympa. Bon, allez, on part là-dessus. Avalanche de bisous à vous et à bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Nous étions 4 assis dans l'auberge, buvant une chope de nos maigres deniers. La bourse était vide, tout comme notre sac à dos. La compagnie attend un boulot. Un magicien, une guerrière farouche, un voleur, une or et moi l'elfe noir. C'était notre groupe au nom déjà éloquent, la compagnie du chien rugissant. Il est sorti des ombres mouvantes, grande silhouette encapuchonnée, avec l'air méfiant de ceux qui sont avisés. La compagnie salue l'étranger. Braves amis, cherchez-vous l'escapade, dit-il en se joignant à notre tablée. J'ai besoin urgent d'un parti d'aventuriers. La compagnie commence à l'aimer. Je vous envoie retrouver mon grimoire. Chez les brigands, vous irez le chercher. L'affaire est plaisante, mais y serons-nous gagnants? La compagnie a besoin d'argent. 30 pièces d'or pour le groupe entier. Vous ne semblez pas d'un bon niveau. Pour qui nous prie-t-il cette espèce de sac à vin? La compagnie va lui mettre un pain. Fils de chien, rugit la guerrière, et son épée lui mit dans l'œil droit. Adieu l'étranger, rendez-vous dans l'au-delà. La compagnie doit quitter l'endroit. Nous étions 4 assis dans la neige. Et qu'ai-je donc fait, nous dit la guerrière?
JB. Oui, César. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça va? C'est très bien. Et Greg, ne crie pas. Alors, on ne crie pas dans le micro. Si tu veux crier, tu fais comme ça. Je crois qu'il est de la Gestapo. Je t'entends. Enlève ta chemise tout doucement. Oui. Juste faire un dernier test. Alors, fais gaffe avec ton casque parce que. T'as l'air très tendu. Ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Tu es très tendu. Asina dit quelque chose? Dis-moi un photo sous la gorge. Betty? Voilà. Jérôme? Oui. Test. Greg? Quéquette. Ouais, c'est bon. Allez, on est parti.